merci à vous d'être venus si nombreux. J'espère pas vous avoir fait regretter votre soirée. Il n'y avait pas de foot ou rugby. Un truc, il paraît qu'il y avait de l'enfant aussi. Il y avait de la concurrence. Ouais. Alors, en tous les cas, donc l'idée c'est d'essayer de discuter de cette grave question. Et quand je dis grave, évidemment, malheureusement, je dirais bien, elle résonne. Moi, quand je me suis plongé dans ces affaires-là, c'est pas que tout allait bien dans le monde, mais enfin, c'était quand même, il y a quelques années, c'était quand même moins pire qu'aujourd'hui. Donc, c'est bien malgré moi que le sujet, résonne avec l'actualité. Moi, je vais pas vraiment vous parler de ce qui se passe à Gaza, de ce qui se passe au Groenland, de ce qui se passe en Ukraine, etc. On va plutôt regarder de l'autre côté, même si à la fin, du coup, ça donnera, j'espère, un éclairage de loin sur tout ça. Et c'est ça l'avantage de faire de l'anthropologie, c'est qu'on s'intéresse à des choses lointaines dans l'espace, dans le temps, dans les formes sociales. Et du coup, on regarde nos propres affaires avec un autre œil. Voilà. Alors, la guerre est-elle inscrite dans la nature humaine? Bonne question. Et en fait, derrière cette question, il y en a plusieurs autres qui se cachent. C'est souvent comme ça en science. En fait, les réponses sont presque moins difficiles à trouver que les questions. Alors, en tous les cas, quand on se demande si la guerre est inscrite dans la nature humaine, la première question qui vient à l'esprit, c'est est-ce que les humains se battent depuis longtemps, pas longtemps? Avec l'idée, évidemment, si on se bat depuis pas très très longtemps, c'est que c'est pas dans la nature humaine. Si on se bat depuis très très longtemps, c'est peut-être que c'est dans la nature humaine. Premier point. Deuxième point, nous, et je vais y revenir, nous, quand il y a deux groupes d'humains qui se tapent dessus avec l'idée de se trucider, en gros, c'est une guerre, quoi. On appelle ça une guerre parce qu'en fait, on connaît que ça. Et envers, justement, quand on fait de l'anthropologie sociale et qu'on s'intéresse à d'autres sociétés, on peut se rendre compte assez rapidement que les humains peuvent se taper dessus en faisant autre chose que de la guerre. Et que se poser cette question-là, c'est fort intéressant. On va sortir des tas de questions auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Troisième point, qui est lié au deuxième, mais qui est un petit peu différent, c'est la question aussi de, après tout, pour quelle raison, pour quel motif, dans quel but les groupes humains se tapent-ils dessus. Et là aussi, nous avons tendance à plaquer notre propre réalité et à dire, vu que nous, on se tape dessus, en gros, pour se dominer politiquement et économiquement, puis derrière la domination politique, la domination économique est jamais bien loin. Donc en gros, on se bat pour piquer aux autres, ou les mettre en subordination, etc. Donc ça doit être pour ça qu'on se battu de tout temps. Spoiler, en fait non. Voilà. Et puis du coup, une fois qu'on aura essayé de répondre à tout ça, on aura un petit éclairage quand même sur une chose sur la manière dont on peut imaginer le présent et surtout éventuellement l'avenir de l'humanité. Alors, je commence par les débuts. Depuis quand les groupes humains se battent-ils? Et vous imaginez bien que répondre à cette question n'est pas facile. Les scientifiques sont assez divisés là-dessus. Donc évidemment, moi je vais donner les réponses qui me convainquent, mais je vais essayer de vous montrer sur quels éléments on peut s'appuyer pour raisonner. Alors la première chose qui vient à l'esprit quand on parle de tout ça, c'est quand même d'avoir quelques repères chronologiques. Alors, la préhistoire, c'est un vrai bazar, parce que notre préhistoire à nous, c'est pas forcément la même chose que la préhistoire en Afrique, que la préhistoire en Australie, etc. Les repères, les dates, etc., c'est pas les mêmes. Je vais me contenter là vraiment d'y aller à la grande hache, pas mal taillée, voilà. Et donc de dire en gros, si on part de nous, voilà. Quand on recule, il y a l'Antiquité, autour de Jésus-Christ, tout ça, l'Empire romain, et puis avant, il y a un tournant qui s'appelle l'âge du bronze, où un certain nombre de gens disent, tiens, c'est là que ça commence à tataner, on va sortir des épées, des boucliers, des machins, etc. Avant, il se passe un truc qui s'appelle le néolithique. Alors, sous nos contrées, c'est du moins 5000, mais dans d'autres endroits, ça a commencé plus tôt. C'est là où on commence à perdre de l'agriculture, de l'élevage, à se sédentariser dans des villages, etc., etc. Avant, il y a eu un truc par chez nous qui s'appelle le mésolithique. Donc, le mésolithique, personne ne sait très très bien ce que c'est en réalité, mais on va dire que c'est vraiment la toute fin des chasseurs-cueilleurs et un peu la transition vers la sédentarité qui amènera ensuite l'agriculture. Pareil, c'est très grossier ça. Et puis après, on pourrait reculer bien bien loin parce que tout ça pour nous, ça paraît lointain, mais pour des préhistoriens, c'est avant-hier, voilà. Et disons, nous-mêmes,
Homo sapiens, donc la version biologiquement moderne, etc., ça remonte quand même à 300 000 en Afrique, et notre arrivée, en gros, en Europe, moins 45 000, en Australie, plutôt que ça, hein, moins 55, moins 60. Alors, les scientifiques, je vous le disais, sont divisés sur l'ancienneté de ce qu'on va appeler la guerre, ou plus généralement les combats collectifs, et en gros, ça se divise en deux camps. Alors, c'est comme toute classification, hein, c'est simplificateur. Et les Américains qui aiment bien avoir des trucs catchy comme ça, ils appellent ça les faucons et les colombes. Alors, c'est pas les faucons et les colombes de George Bush, je sais plus si c'était le père et le fils, ceux qui veulent faire la guerre et ceux qui veulent pas. Hein, ça n'a rien à voir. C'est ceux qui pensent que la guerre c'est un truc très 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 ancien, c'est ceux-là qu'on appelle les faucons, et ceux qui pensent que la guerre c'est un truc plus récent. Et ça, on les appelle les colombes. Alors, après, il y a des nuances, et en particulier parmi les colombes, vous en avez qui disent, bah, c'est au Mésolithique que ça a commencé à dégénérer. Il y en a qui disent, non, 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 c'est au Néolithique que ça a commencé à taper. Il y en a qui disent, non, en fait, c'est à l'âge du bronze que les choses ont commencé à mal se passer. Voire, je l'ai pas mis ici, mais il y a des gens qui disent, la guerre, ça arrive avec l'État. Hein, qui fait la guerre, c'est l'État. Donc, avant l'État, vous n'avez pas de guerre. Alors, là, je le dis tout de suite. On rentre dans les problèmes de définition. Si vous dites que la guerre s'est faite par l'État, très bien. Mais du coup, quand vous tombez sur des gens qui n'ont pas d'État et qui se tapent dessus, parfois au point de s'exterminer, vous appelez ça comment, hein, et voilà. Et on verra que le problème de qu'est-ce qu'on appelle comment, bah, c'est un des problèmes cruciaux quand on essaye de s'y retrouver. Alors, si on veut savoir l'ancienneté de la guerre, bah, c'est très facile. Il suffit de creuser dans le sol. Il y a des gens qui sont payés pour ça. Ça s'appelle les archéologues. Pas forcément très bien payés, mais enfin payés quand même, voilà. Donc ils doivent creuser le sol, et ils retrouvent des restes. Normalement, les crimes, ça laisse des traces. Donc les crimes collectifs, ça en laisse normalement encore plus. Et donc, quand est-ce qu'on retrouve des traces, quand est-ce qu'on n'en retrouve plus, voilà. Donc on fait de l'archéologie, et ça va être facile. C'est pas si facile que ça. Premier point, là tout le monde est d'accord là-dessus. Plus vous remontez dans le passé, quand je dis vous, plus nous remontons dans le passé, partout dans le monde, hein, je parle. C'est pas, je suis pas en train de vous parler de la France. Hein, voilà. Si on remonte dans le passé, dans l'humanité, plus on remonte loin, moins on trouve de traces de conflits collectifs. Donc ça, tout le monde est absolument d'accord là-dessus. Et donc, c'est au-delà de quelques milliers d'années, c'est très compliqué de trouver des éléments qui font état de gens qui se seraient tapés dessus ou d'armes fabriquées exprès pour se taper dessus. On a quelques cas qui sont un peu connus. Alors, il y en a deux en Afrique autour de moins 10 000, et il y en a un peu moins connu en Charente, à moins 18 000. Donc, en gros, c'est l'époque de Lascaux, hein, si vous voulez situer. Et où là, on a quand même du cannibalisme, ce qu'on appelle les coupes crâniennes. Hein. Coupe crânienne, c'est je te découpe le crâne en général pour picoler un bon coup dedans, pour fêter la victoire, etc. Donc voilà. Mais ces quelques individus, c'est assez pénible comme trace. Alors, tout le problème de l'archéologie, ça va être ça. Est-ce qu'on retrouve moins de choses en remontant dans le passé parce qu'il se passait moins de choses, voire parce qu'il se passait rien du tout, en gros, pas de crime, pas de traces de crime, voilà. Ou est-ce qu'on retrouve moins de choses parce qu'il se passait des choses, mais qu'il y a des bonnes raisons pour qu'on les retrouve pas. Et vous voyez que ça va être ça la grande discussion en fait parmi les archéologues, le grand sujet de contentieux sur l'ancienneté des combats collectifs. Je répète, c'est est-ce qu'on retrouve rien parce qu'il se passait rien, ou est-ce qu'on retrouve rien parce que même s'il s'est passé quelque chose, de toute façon, on va rien retrouver. Ouais. Alors, j'y reviendrai évidemment un peu plus en détail. Alors, deuxième instrument de raisonnement, bah, c'est d'aller regarder les cousins. Hein, nous sommes une grande famille, la famille des primates. Nous avons des cousins relativement proches. Et on pourrait se dire qu'après tout, ben, on a évolué. Hein. Enfin, j'espère ne choquer ou ne surprendre personne en disant que Adam, Ève, tout ça, il faut oublier. Hein, voilà. Donc, on est le produit d'une évolution sociale, biologique, etc., etc. Et si on s'aperçoit que dans la proche famille, il y a plein d'espèces qui partagent un certain nombre de traits, voilà, il y a des chances qu'on puisse se dire que nous-mêmes, on en a hérité. Voilà, c'est bon.
Alors, prenons les primates et en particulier nos deux plus proches cousins. C'est donc le chimpanzé, j'allais dire standard, normal, enfin voilà, et le chimpanzé gracile qu'on appelle le bonobo, que vous devez connaître, enfin en général, un reportage animalier là-dessus, etc., qui est le gentil, hein, c'est un peu les méchants et les gentils, hein, les chimpanzés, les bonobos. Du point de vue de l'évolution, donc on descend tous d'un ancêtre commun, et on s'est séparés il y a 8 millions d'années. On n'a pas la moindre idée de à quoi ressemblait le dernier ancêtre commun, ni sur le plan physique, ni sur le plan comportemental. On a zéro trace. Donc tout ça, c'est du pur raisonnement. Voilà. Et les chimpanzés et les bonobos, eux, se sont séparés il y a 2 millions d'années. Alors si ce qui nous intéresse, c'est les relations, comment ça se passe quand deux groupes de ces espèces se rencontrent. Alors de ce point de vue-là, le tableau est assez contrasté. Chez les chimpanzés, les groupes voisins ont des relations uniformément hostiles. Les chimpanzés sont d'affreux xénophobes et ils en sont même au point que les mâles patrouillent autour du territoire et dès qu'ils arrivent à choper un individu, mâle ou femelle, qui n'est pas de leur bande, ils lui mettent la misère, ils le mettent à mort, etc., etc. Et il y a même ce qu'on a appelé des guerres qui ont été observées entre chimpanzés, en tous les cas des groupes qui ont fini par exterminer le groupe d'à côté. Voilà. Donc le chimpanzé n'est pas très aimable avec ses voisins. Voilà. Et c'est une règle absolue, générale, etc. Et on n'a jamais vu deux groupes de chimpanzés coopérer. Ça n'existe pas. Le bonobo, alors lui, il n'est pas très groupe, le bonobo, enfin, il vit en groupe, territorialisé, mais quand deux groupes se rencontrent, il se passe rien de spécial, ni dans un sens, ni dans un autre. Il n'y a pas de collaboration au niveau du groupe. Il peut y avoir éventuellement des individus au sein de chaque groupe qui font copain-copain avec des individus du groupe d'en face, mais c'est chacun fait ce qu'il veut, c'est pas au niveau du groupe. De même pour les interactions hostiles, peut éventuellement y en avoir, mais c'est à l'échelle individuelle. Le bonobo n'est ni spécialement coopératif, ni spécialement hostile. Et ben, il nous reste l'humain. L'humain, je vous apprends rien. Il est en même temps capable d'être hyper hostile, et de se taper dessus au point même d'exterminer le groupe d'à côté s'il le faut, ou s'il le juge nécessaire. Et en même temps, l'humain est hyper coopératif. Et nous sommes la seule espèce animale, sociale, etc., capable non seulement de construire des groupes extrêmement complexes avec des centaines de millions d'individus qui se mélangent avec d'autres groupes, etc., etc., mais d'avoir des coopérations durables comme ça entre groupes, etc. Donc, on sait faire les deux. Et au cours de notre histoire sociale, on a plein d'exemples dans les deux sens, ce qui évidemment alimente la discussion entre ceux qui disent, vous voyez bien, les humains, ils ont ça dans le sang de se taper dessus, et les autres qui répondent, mais non, les humains, ils ont ça dans le sang de coopérer. Les deux, voilà. Enfin, c'est pas dans le sang, hein, enfin, c'est dans le cerveau. Donc, avec tout ça, on est très embêté pour reconstituer quel pouvait être le comportement du dernier ancêtre commun du point de vue de l'hostilité ou de la coopération. Ça ne répond pas à grand-chose. Reste une troisième catégorie d'indices, c'est ce qu'on appelle l'ethnologie ou l'anthropologie sociale. On va dire que l'ethnologie, c'est quand vous étudiez des gens un peu précis, et puis l'anthropologie sociale, c'est quand vous posez des questions un peu générales. Voilà, c'est un peu ça la définition. Alors, évidemment, l'avantage de l'ethnologie, c'est qu'on a, pour le coup, des informations. Et on en a beaucoup, croyez-moi, largement plus que n'importe qui peut être capable d'en lire au cours de sa vie. Donc, l'ethnologue qui se pose des grandes questions comme moi, il croule sous la documentation et il a le problème d'essayer de s'y retrouver dans tout ça. Donc, des exemples, on en a plein. Ces exemples permettent quand même de dégager un certain nombre de lois et donc de se rendre compte, première loi, et je vais en dire d'autres, c'est que des sociétés où on se bat pas du tout au niveau collectif, on en a trouvé quelques-unes, mais enfin, vous voyez, c'est vraiment l'exception. Hein, voilà. Et celles-là, en général, c'était des sociétés de gens très faibles qui s'étaient fait ratatiner par tous leurs voisins et qui donc la jouaient profil extrêmement bas en disant « nous, la violence, on n'aime pas ça. » Bah oui, tu m'étonnes, on perd à chaque fois, donc voilà. Mais on va dire qu'une société humaine normale, elle connaît des formes de violence collective en interne, en externe, etc. On n'a pas tellement de contre-exemples à ça. Troisième point, avec ça, ça va nous permettre de découvrir, et l'essentiel de mon exposé va tourner autour de ça, des pratiques, des us, des coutumes, des rapports sociaux, enfin on peut appeler ça de plein de façons,
totalement inimaginable pour nous, parce que voilà, nous on vit dans une certaine époque où, même quand on connaît d'autres sociétés, qu'est-ce qu'on connaît, le Moyen-Âge, enfin des sociétés modernes, voilà, le Moyen-Âge, l'Antiquité à la rigueur, mais c'est des sociétés qui fondamentalement ressemblent en réalité pas mal à la nôtre, et où du coup on a un point de vue très étroit, très ethnocentriste sur ce que les humains ont été capables d'inventer pour vivre en groupe, pour vivre ensemble, et vous allez voir, il y a des trucs pas tristes, voilà. Même si j'aurais pas le temps de tout vous raconter. Mais voilà. Évidemment, avec tout ça, la grande question, c'est dans quelle mesure ce qu'on a observé sur des sociétés, on va dire actuelles, alors même si actuelles, c'est les 3-4 derniers siècles, voilà, dans quelle mesure ça nous donne une image fidèle, un peu fidèle, pas de ce qui se passait il y a quelques milliers, quelques dizaines de milliers d'années. Voilà. Et évidemment, je n'ai pas de réponse toute faite à ça. Je vais vous faire une réponse de Normand. Ça nous donne une certaine idée. Voilà, jusqu'à un certain temps, ça marche pas. Alors, en tous les cas, cette large observation de société humaine nous apprend d'ores et déjà deux choses. Un, c'est presque un pléonasme. Les humains fonctionnent volontiers en groupe, et en groupe qui peuvent être amis, mais qui peuvent aussi être hostiles. Et la xénophobie, c'est un truc qu'on observe dans à peu près toutes les sociétés humaines. C'est pas un truc qui aurait été inventé récemment. Voilà. J'ai des exemples de xénophobie chez les aborigènes australiens qui valent tout à fait bien notre racisme moderne, voilà, enfin, c'est pas comment vous dire. Un truc très connu, plein de peuples ont pour nom nous les humains. Par exemple, vous savez on dit plus les Esquimaux, on dit les Inuits. Les Inuits, ça veut dire nous les humains. Sous-entendu, les autres, c'en est pas vraiment. Voilà. Et il y a plein de peuples comme ça, qui ont des noms comme ça. C'est nous, on est les humains. Bon, ceux qui nous ressemblent pas mal, ils sont, ils sont presque des bons humains, quoi. Enfin, bien, ils sont bien. Bon, ils ont 2-3 trucs là. Puis ceux qui nous ressemblent moins, plus ça va, moins c'est des humains. Puis après, ça finit que, voilà, ils font l'amour avec les chiens, ils sont incestueux, ils ont des zizi comme ça. Enfin, tout un répertoire, encore une fois, où le racisme colonial n'a pas inventé grand-chose. Donc, les humains ont une propension à la xénophobie, ils sont tout à fait capables de ça. Deuxième point, quand les humains se battent, c'est quand même à 99% la testostérone qui déboule. Les activités de combat sont des activités très, très, très masculines dans toutes les sociétés humaines. Nous vivons une époque où c'est un petit peu en train de changer avec la féminisation des forces armées et tout. C'est vraiment un truc très récent, très partiel, très tout ce que vous voulez. La quasi-totalité du temps, alors il y a quelques exceptions, donc on va avoir tendance des fois à dire « Ah, regardez, il y a des exceptions ». Les exceptions existent, c'est des exceptions, voilà. Et donc la loi générale, c'est les mecs qui vont se bastonner. Et j'en profite pour le dire, les femmes ne sont pas forcément du tout opposées à ça. C'est pas les mecs vont à la baston et les femmes disent ah oui mais non, vive l'amour, vive etc. Pas du tout. Quand vous êtes dans une société qui pratique la violence, les femmes sont autant pour la violence que les mecs et les encouragent et les engueulent s'ils y vont pas et voilà. Enfin, on va en reparler. Alors, qu'est-ce que nous dit l'ethnologie sur la possible ancienneté de la guerre, du combat, etc. Alors, je ne vais pas vous donner tous les arguments, mais je vais vous en donner un sur lequel j'ai pas mal bossé. C'est le cas des aborigènes australiens. Donc, l'Australie, pour vous situer, c'est quand comme 15 fois la France. Les Blancs n'y ont mis les pieds qu'à la fin du XVIIIe siècle. Et ça a l'originalité d'être un continent, le seul, entièrement peuplé de chasseurs-cueilleurs au moment où les Occidentaux arrivent. Partout ailleurs, les chasseurs-cueilleurs qu'on connaît en ethnologie, c'est des gens qui avaient été repoussés dans des endroits inhospitaliers et impropres à l'agriculture, sur la banquise, au fin fond des forêts, dans les déserts, etc. Là, en Australie, les chasseurs-cueilleurs, ils avaient le continent pour eux tout seuls. Ils n'avaient jamais été, si j'ose dire, emmerdés par les cultivateurs et eux-mêmes n'étaient jamais passés à l'agriculture. Eh bien, est-ce que ces gens-là se battaient et donc là, c'est une pierre que je mets dans le jardin des colombes qui disent les chasseurs-cueilleurs, ça se fait pas la guerre parce que la guerre, ça arrive plus tard, etc. Les Australiens se battaient joyeusement. Ils avaient même un armement exprès pour se battre. Je vais vous en montrer un petit échantillon. Donc, ils avaient des armes de chasse éventuellement spécialisées, parce que tel genre de chasse, on fait tel genre d'armes, etc. Et ils avaient aussi des armes de combat. Donc, vous voyez, ne serait-ce qu'à gauche, là, un magnifique bouclier
dont il y avait plusieurs modèles, plusieurs déclinaisons, plus ou moins costauds, etc. Ça, c'est des boucliers qui sont pas faits pour éviter les flèches. Alors déjà, il n'y a pas de flèches en Australie, il n'y a pas d'arc. Mais ils avaient des lances. Hein. C'est pas fait pour éviter les lances, c'est fait pour parer les coups de massue. C'est pour ça que c'est étroit et costaud. Voilà, parce que si vous faites un bouclier mince et long, le coup de massue le fait éclater. Voilà. Vous voyez que le gars à gauche, là, en plus de son bouclier, il a donc une massue, justement, mais une massue coudée. Vous voyez, ça fait un coin comme ça. À votre avis, pourquoi elle est coudée? Parce que le mec en face, il a aussi un bouclier. Voilà. Et donc, c'est le moyen de, si vous tapez bien, c'est le moyen de faire le tour. Et on vous le dit, c'est, si vous mettez bien votre coup, vous enfoncez le crâne, vous crevez un œil, voilà. Vous savez tous qu'en Australie, il y avait des boomerangs. On sait moins qu'il y avait aussi des massues boomerangs, vous voyez. Donc ça, c'est hybride. C'est une arme que vous pouvez tenir en main comme ça et taper avec le. Et je vous garantis que c'est du bois dur. Hein. C'est voilà, c'est pas, ils ont pas le métal, mais voilà. Et vous pouvez aussi le lancer. Ça fait un vol rotatif. Et pareil, les gens vous disent, si ça touche un membre, ça le casse net. Si ça touche un crâne, ça l'enfonce. Et on n'en parle plus. L'épée est bien sûr née à l'âge du bronze, tout le monde sait ça, tous les archéologues savent que c'est à l'âge du bronze qu'on a inventé l'épée, mais comme les Australiens n'avaient pas lu les archéologues, ils l'avaient inventé aussi, et donc les Australiens avaient des épées, des petites, des moyennes, des grandes, en bois. Alors, qui sont évidemment pas aussi tranchantes, aussi solides, aussi efficaces que les épées de bronze, mais qui, de la vie générale, valent mieux éviter les coups qui étaient donnés avec ça. Et puis l'arme reine en Australie, c'est la lance. On jette soit à la main, soit avec un truc qui s'appelle un propulseur, c'est un morceau de bois qui fait levier et qui vous permet d'envoyer le truc plus loin. Et les lances qui étaient destinées au combat étaient particulièrement chiadées, si j'ose dire. On investissait du boulot pour faire le plus de dégâts possible, donc avec des barbelures de différentes sortes. Enfin, voilà, il y a un bazar autour de ça. Alors, je me suis, si j'allais dire amusé, c'est pas vraiment le mot, mais je me suis occupé à recenser dans la littérature ethnologique, historique, dans les journaux, dans tout ce que vous voulez, des témoignages de conflits collectifs entre aborigènes, c'est pas avec les colons, entre aborigènes en Australie. Et là, j'ai trouvé une mine d'or, je ne savais pas au départ, mais j'en ai trouvé plus de 200. Donc, vous voyez, en ethnologie, des fois, quand vous trouvez 3 trucs, vous savez pas bien quoi en faire, parce que vous savez pas si vous pouvez généraliser. Quand vous trouvez un truc avec 200, là, vous dites, là, j'ai quelque chose. Alors, sur ces 200, vous voyez, moi, j'ai fait une carte, etc. Il y a un site, vous pouvez aller voir, vérifier que je n'ai pas gonflé les chiffres. J'ai fait des codages. Alors, j'ai essayé de mettre les chiffres des morts. J'ai mis à chaque fois la source pour qu'on puisse vérifier. Mes chiffres de morts, c'est pas selon les organisateurs, c'est selon la police, systématiquement. Donc, quand il y avait une incertitude, j'ai systématiquement pris les chiffres les plus bas. Voilà, c'est pour pas qu'on m'accuse de gonfler le truc. Et alors, vous voyez, ça donne des choses extrêmement étonnantes, c'est que parmi ces conflits, il y a des conflits qui font extrêmement peu de dégâts. Donc, plusieurs dizaines où il y a eu 0 mort. Donc vous avez des dizaines et parfois des centaines de gens qui arrivent et qui vont se taper dessus. Vous allez voir des images tout à l'heure. Et on se sépare sans qu'il y ait eu aucune victime. Donc c'est juste bizarre pour une guerre, quoi. Voilà. Et il y en a même pas mal où il y a eu 1 ou 2 morts. Voilà. Donc on pourrait dire, bon, finalement en Australie, ils se tapent dessus, mais enfin c'est un peu pour de rire. On y reviendra, c'est rituel. Enfin voilà, on ne sait pas très bien comment appeler ça. Mais en fait, vous voyez qu'il y en a quand même une 50aine de cas où il y a eu 10 morts ou plus. Et 10 morts ou plus, ça peut paraître pas beaucoup, mais on est sur des sociétés de chasseurs-cueilleurs où le groupe de base, il fait 40 ou 50 personnes. Quand vous avez 10 morts qui sont en plus en général des jeunes adultes mâles sur 50 personnes, c'est une catastrophe. Et il y a des cas d'extermination complète du groupe jusqu'aux nourrissons, pour pas que le nourrisson, dans 20 ans, il vienne et il se venge. Voilà. Et donc, on a des cas absolument attestés. Mais donc, il y a des fois où ça fait pas beaucoup de dégâts, mais clairement, il y a des fois où ça en fait beaucoup. Et on est quand même sur un truc qui ressemble bien à de la guerre. Voilà. Alors, tout ça en archéologie, ça n'a laissé à peu près aucune trace, et c'est ça qui est intéressant par rapport à la discussion que je soulevais tout à l'heure. Voilà des chasseurs-cueilleurs, quand on les observe en train de vivre, on voit qu'ils se battent, et qu'ils se battent parfois très durement. Quand on regarde les traces archéologiques, on n'a rien. Alors vite fait, pour quelle raison? Tout leur armement est en matière végétale.
Donc, quand vous avez des matières végétales en archéologie, il faut un coup de bol absolument extraordinaire pour que ça se conserve. Donc, tout ça, ça disparaît. De deux, ils construisent pas de fortifications, ils font pas des casemates, ils font pas des trucs comme ça. C'est des nomades, hein, c'est des mobiles. Donc, vous avez pas tout ce qui va autour de la guerre, des casernes, des tout ce que vous voulez, des remparts, voilà. Et de trois, les cadavres eux-mêmes. Il n'y a pas de cimetière militaire, et d'ailleurs, il y a quasiment pas de cimetière du tout en Australie, sans compter que, assez souvent, on vous bouffe une fois que vous êtes mort. Alors, soit on vous bouffe parce que vous êtes de chez nous, on vous bouffe en signe de deuil, soit on vous bouffe parce que vous êtes un ennemi et bien fait pour vous, on vous bouffe. Et du coup, l'archéologue qui passe derrière, il retrouve rien. Voilà. Donc, le seul truc qu'on a en Australie quasiment comme trace de conflit collectif, c'est de l'art pariétal, qui est daté avec pas mal d'incertitudes, mais qui remonterait quand même à moins 3000, voilà, entre chasseurs-cueilleurs. Alors, vous voyez, on voit deux groupes qui s'affrontent, il y a plusieurs dizaines de figures, on voit des lances barbelées, qui sont là, tiens, il y en a une belle, voilà. On voit un type qui est en train de la lancer avec un propulseur, voilà. Et donc, on a ce témoignage-là qui tend à montrer que les conflits collectifs en Australie aborigène, c'est pas un truc qui est arrivé juste avec les Blancs. Alors, il y a d'autres raisons, il y a d'autres indices, mais je vois. Alors, j'en viens maintenant, si j'avais vers la guerre, à la question où je vais peut-être vous surprendre le plus. Est-ce que quand deux groupes humains se battent, forcément c'est une guerre, ou est-ce qu'il y a d'autres choses, et c'est quoi ces autres choses? Alors, nous, encore une fois, on a tendance, parce qu'on vit dans une société qui est organisée comme ça et qui, en gros, ne connaît que la guerre. Enfin, nous, quand il y a deux groupes humains qui se tapent dessus pour se tuer, c'est la guerre. Voilà. Du coup, on a tendance à plaquer ça sur tout le monde. Eh bien, en fait, non. Alors, premier truc. Donc, toutes les guerres sont des conflits collectifs, ça va de soi. Mais évidemment, la question va dans l'autre sens. Est-ce que tous les conflits collectifs sont des guerres? Alors, il y a une forme de conflit collectif qui a été repérée par les historiens, par les anthropologues, eux-mêmes par les romanciers et par les gens qui connaissent un petit peu l'histoire de pays pas forcément si loin que nous, etc. Et ça a été assez bien identifié comme un truc qui est du conflit collectif, qui est pas de la guerre. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle, alors ça porte plein de noms, les anthropologues anglo-saxons appellent ça le feud. Nous, on aura tendance à appeler ça la vendetta. En fait, il y a un mot français pour parler de ça, mais plus personne ne le connaît, parce que comme ça fait 800 ans qu'on le fait plus, il n'y a plus que les médiévistes qui utilisent ça, c'est la Fed. Mais, voilà, si j'avais posé la question, hein, vous étiez comme moi, hein, la Fed. Voilà. Alors moi, j'ai tendance à dire le feud, mais voilà, c'est juste, comment dire. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bazar-là? En gros, on voit qu'il y a l'idée d'une chaîne de vengeance. Hein, je te tue, tu me tues, je te retue. C'est la vendetta, c'est ça. Hein, mais on va essayer d'être un peu plus précis. Alors, quelle est la différence entre la guerre et le feu? Alors là, je ne vous dis pas, il y a des rayons entiers de bibliothèques savantes qui ont été remplis par ces discussions-là, etc. Donc je vous épargne tous les détails de la discussion. On pourrait revenir éventuellement à la fin, mais allons droit au but. Quelle est la différence? Eh bien, c'est que dans une guerre, et ça, il y a plusieurs gens qui l'ont bien fait remarquer, vous essayez tout bêtement de gagner. Voilà. Qu'est-ce que c'est une guerre? C'est par la force. J'essaye d'imposer un truc à mon adversaire, à mon ennemi. Voilà. Alors, imposer un truc, ça peut être lui piquer un bout de territoire, ça peut être l'intégrer à ma propre société en position dominée, ça peut être l'exterminer dans le cas le plus extrême. Enfin, voilà. Mon adversaire, je veux un truc que lui veut pas, et lui veut un truc que moi je veux pas, et on en vient aux mains, aux mains et à tous les accessoires possibles. Qu'est-ce que c'est qu'une vendetta ou un feud? C'est pas du tout la même chose. C'est un conflit où on cherche à équilibrer les morts. Alors là, il faut que je vous sorte un peu de notre univers social et mental. Nous, on vit dans une société étatisée. Donc, depuis qu'on est tout petit, on nous explique que la justice, c'est pas du tout la même chose que la vengeance. Ou la vengeance, c'est pas du tout la même chose que la justice. On ne se fait pas justice soi-même. Ça, on vous l'apprend dès que vous êtes grand comme ça. Vous avez un problème avec quelqu'un qui vous fait du tort, etc. Vous n'allez pas lui casser la figure de votre propre chef comme vous avez envie. C'est interdit. Vous allez voir l'autorité, l'instituteur, l'institutrice, le commissaire de police, voilà. Et seul, au bout du compte, l'État, qui a des gendarmes, des policiers, des revolvers et tout ce que vous voulez, a le droit
d'aller prendre quelqu'un par la force et de lui imposer la sanction qu'il jugera bon, etc. Et on vous explique que c'est comme ça qu'une société civilisée, elle marche. Voilà. Eh bien, quand vous êtes dans une société sans État, ce qui a été le cas des sociétés humaines pendant la plus grande partie de leur histoire, parce que l'État, c'est un truc assez récent. Alors, il y a des endroits où c'est moins récent que d'autres, mais enfin, à l'échelle de l'humanité, c'est un truc très récent. Bah, évidemment qu'on vous dit pas, quand tu as un problème, c'est avec l'État qu'il faut que tu vois ça, c'est lui qui va s'occuper de tout. Et c'est exactement le contraire. Non seulement la vengeance n'est pas le contraire de la justice, mais la vengeance, c'est le cœur de la justice. Vous devez vous faire justice vous-même. Si vous vous faites pas justice vous-même, vous êtes un moins que rien, vous allez vous faire marcher dessus, vous faites pas respecter, etc., etc. Et donc, toutes les sociétés sans État, toutes absolument sans exception, sont traversées par cette obsession de se dire, si on m'a fait le moindre tort, je dois montrer qui je suis, je dois me faire respecter, et la solution, on va dire standard, après on peut s'en écarter de plein de façons, mais la solution standard, c'est, tu m'as fait un tort, je te refais le même. Voilà. Et t'as compris maintenant? Voilà. Donc c'est ce qu'on connaît aussi sous le terme de la loi du talion, hein, œil pour œil, dent pour dent, formellement. Et alors, dans ces sociétés-là, quel est le tort le plus grave qu'on puisse subir? Un meurtre. C'est buter quelqu'un. Et à ce moment-là, donc, on a les droits, on est légitime, on est fondé, et c'est même un impératif social, moral, etc. De dire, ils nous ont tué quelqu'un, on va aller leur buter quelqu'un. Alors, soit le meurtrier en personne, soit son frangin, soit sa frangine, soit sa mère, mais enfin quelqu'un de chez eux. Bon. Alors, de deux choses l'une, vous voyez, si les premiers disent, le gars, il avait bien cherché, je veux dire, il est allé leur buter quelqu'un comme ça, c'est normal, ils viennent, ils butent, match nul, ok, je dis pas on redevient bons amis, mais enfin, à la limite, si, voilà. Ou alors, deuxième scénario, mais pourquoi ils viennent nous buter quelqu'un? On n'avait rien fait, nous. C'est pas nous. Ou alors, on avait tué quelqu'un, mais on avait le droit de le tuer. Enfin, on était bon. Alors à ce moment-là, vous dites, il n'y a pas match nul. En fait, ils nous en doivent un. Donc, on y retourne et on leur en retue un. Et là, les autres disent, il y avait match nul, c'était bon, on était prêts à faire la paix. Mais là, ils viennent de remettre les couverts. Alors, on en remet un. Et c'est pour ça que le feud, on appelle ça une chaîne de vengeance, vous voyez. On est tous les deux d'accord pour dire que s'il y a match nul, ça s'arrête. Mais comme on n'est pas d'accord sur à combien on en est du score, ça continue. Voilà. Avec quand même la possibilité qu'un jour, on se mette... Alors, il y a plusieurs façons de finir un feu. Des fois, on finit parce qu'il y en a un des deux qui est tellement laminé qu'il n'a plus les moyens de se défendre. Voilà. Mais des fois, ça se finit aussi. On se met autour de la table, si on a une, ou du carré de prêt de verdure, et puis on négocie. Et éventuellement, on va réparer la dette de vie, on va se mettre d'accord sur le score, et puis on va se mettre d'accord sur ce qu'il faut comme pour transférer pour que ce soit égalitaire. Si on est dans une société qui ne connaît pas la richesse, on va réparer la dette de vie avec une vie. C'est-à-dire, on va vous filer une femme ou un enfant. Voilà, et puis c'est bon. Si on est dans une société qui connaît la richesse, on va pouvoir réparer la vie avec des biens. Et on va filer des cochons, du bétail, du pognon, de tout ce que vous voulez, comme dans la loi des anciens Burgondes, là, où il y a tous les tarifs. Si vous tapez, si vous cassez le bras droit d'un mec, etc., c'est tant, si vous cassez, voilà. Et c'est ce qui donne dans notre propre société les dommages et intérêts, hein, quand au tribunal, le meurtrier, nous, il y a l'État, hein, qui dit au pénal, sanctions, etc. Mais il y a aussi le civil, hein, et nos tribunaux disent, t'as fait du tort à bidule, voilà combien tu nous dois. Mais sauf que chez nous, c'est pas un truc de gré à gré entre les deux parties, ça passe par l'État, parce que, encore une fois, on est dans une société étatique. Alors, j'étais bien obligé de vous raconter tout ça. Donc, on a trouvé la guerre, ça on connaît bien. Les historiens, anthropologues, politologues, ça connaissent bien la vendetta, parce que quand même, on en a, même encore il n'y a pas si longtemps, j'ai bien l'impression qu'en Corse, il y a un gars qui a eu, voilà, bon bref. Puis il y a tout le reste. Et alors là, tout le reste, on a trouvé chez les Papous, chez les Australiens, chez les Amazoniens, chez qui vous voulez, des tas de formes de combats bizarres. Et on s'en est sorti jusque-là en disant, alors le mot magique, joker, ce sont des guerres rituelles ou ritualisées. Et ça, hop, perché, c'est bon, on a dit ce qu'il y avait à dire. Alors, moi, si vous voulez, ce qui fait que je suis là devant vous ce soir,
c'est qu'à un moment donné, j'en suis venu à me dire, mais guerre rituelle, en fait, ça ne veut strictement rien dire, ou guerre ritualisée, ça ne veut strictement rien dire. C'est un mot qu'on met sur des trucs qu'on comprend pas. On pourrait mettre guerre bizarre, ou affrontement bizarre, ou affrontement que je ne comprends pas, mais ça serait évidemment moins classe dans la publication académique. Donc on met rituel, mais en fait, le mot rituel, c'est un cache-misère, etc. Et donc, mon questionnement, ça a été de se dire, bon, ben, qu'est-ce que les humains font, à part la guerre et le feu? Alors, pour vous faire comprendre comment j'ai procédé, enfin, là, je refais le film en connaissant la fin, hein, mais ça m'a fait suer longuement, évidemment. On va partir dans les Andes, où encore aujourd'hui, alors bien qu'apparemment les pouvoirs d'État commencent à dire que ça commence à bien faire, il va falloir arrêter ce truc-là un jour, mais encore aujourd'hui, il y a une coutume qui s'appelle le Tinku, qui se passe donc depuis des siècles. Voilà. En quoi ça consiste? Tous les ans, vous avez deux villages voisins ou deux moitiés de villages qui vont se rencontrer. Alors, on s'habille bien, on se met bien, on fait des chants, on fait des danses, on picole, etc., etc. Et à un moment donné, ça va être la bagarre. Et donc là, les deux moitiés de village vont se taper dessus avec des armes contondantes, hein, du genre des espèces de chaussettes lestées avec des pierres, etc. Donc on sort pas les flingues, on sort pas les couteaux, etc. Mais on sort des trucs qui font quand même pas mal de dégâts. Il y a des bras cassés, il y a des jambes cassées, et il y a des morts. Et il y a du sang qui coule. Et c'est le but de la manœuvre. Parce que figurez-vous que nous sommes dans un endroit où la déesse de la terre, que vous connaissez peut-être, s'appelle la Pachamama. Donc la Pachamama bienveillante fait pousser les récoltes, mais Pachamama a soif. Et si vous voulez que Pachamama fasse pousser les récoltes, il faut lui donner à boire tous les ans du bon sang obtenu au travers de la Tinku, etc. Et c'est comme ça. Et donc on se tape dessus l'après-midi. Il y a au besoin quelques morts. Ça ne donne lieu à aucune vengeance, etc. C'est un côté, j'allais dire, good game. Enfin là, c'est pas un game, hein, enfin, il y a un petit peu du game là-dedans, mais le but, c'est que le sang coule pour que les récoltes soient bonnes, etc. Et rendez-vous l'année prochaine, on reprend les mêmes et on recommence. Enfin, les mêmes, sauf ceux qui sont morts, évidemment. Mais voilà. Alors, ça, en général, ben voilà, dans la littérature, on dit, bon, ouais, c'est de la guerre rituelle, de la guerre ritualisée. C'est pas vraiment de la guerre, on se rend trop bien ce que c'est bizarre, c'est rituel. Voilà. Alors, moi, en fait, j'ai essayé de me dire, mais en quoi la guerre et le feud se distinguent de la Tinku? Voilà, j'avais dit en quoi la guerre, c'était pas pareil que le feud, mais ou du Tinku d'ailleurs, je sais pas. Je pense qu'il y a deux questions qu'on peut se poser, qui marchent bien, et qui vont permettre ensuite d'ouvrir la boîte et de créer une espèce de tableau, comme ça on va pouvoir ranger les trucs et s'y retrouver. Première question, est-ce que les groupes humains se battent parce qu'ils ont un différent, et que, au travers de la baston, on va en finir avec le différent, on va résoudre le différent. Alors ça, c'est ce à quoi on est habitué. Ça vaut pour la guerre et le feu. Il y a l'idée qu'on se bat parce que on a un contentieux et que le résultat du combat est censé nous amener la fin du contentieux, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Vous voyez, pour la Team Go, ça marche pas du tout. On se bat pas parce qu'on a un contentieux et on sera pas moins copain ou plus copain ou quoi que ce soit à la fin. C'est pas le problème, c'est pas pour ça qu'on fait ça. Voilà. Donc, premier point. Deuxième point. Est-ce que on se met d'accord avec l'adversaire sur ce que j'allais appeler ça les règles du jeu, en tous les cas les règles de l'affrontement, et en particulier sur comment ça va finir. Voilà, parce que c'est ça le truc vraiment décisif. Hein, voilà. Donc, est-ce à l'avance, on a dit avec l'autre, voilà, quand il se passe ceci ou cela, clac, ça y est, c'est bon, c'est fini, on n'y revient plus. Réponse, évidemment, quand vous êtes dans une guerre ou dans un feu, ben non. Hein, les guerres, on est payé, si j'ose dire, pour le savoir. On sait comment ça commence, on sait jamais comment ça finit, par définition. Les vendettas, c'est pareil. Hein, voilà. Alors que le Tinku, tout le monde sait qu'à la fin de l'après-midi, c'est bon, c'est réglé, on y reviendra l'an prochain, pour le prochain Tinku, etc. Donc vous voyez qu'avec ces deux questions, j'ouvre la possibilité d'une grande classification de toutes les confrontations humaines selon qu'on répond oui et oui, non et non, oui et
non, non et oui, etc., etc. Et puis, pour pas faire durer trop le suspense, ça marche. Ça marche, c'est-à-dire que finalement, les 4 cases de mon tableau vont se remplir et je vais pouvoir ranger comme ça des choses en comprenant du coup les différentes logiques sociales qui sont derrière. Alors, vous voyez, je vais faire ça avec un joli tableau. Pour le dire rapidement, donc, en ligne, est-ce que le but de la baston, c'est de faire la paix parce qu'on était en contentieux ou pas? Et puis en colonne, est-ce qu'on se met d'accord avec l'adversaire sur comment ça finit? Ou est-ce que, non, c'est freestyle, et puis chacun fait ce qu'il veut comme il le sent. Alors, si je respecte ce que j'ai dit, la guerre et le feud sont dans la case en bas à gauche, l'autre du coup est en bas à droite. Et plutôt que de mettre guerre et feud, ça serait plus futé de ma part de dire que dans un cas, on se bat en recherchant la victoire, et que si on fait ça avec une certaine énergie, ça devient de la guerre, et que dans l'autre cas, on se bat pour chercher la compensation, et que si ça dure un moment et que ça commence à moisir, ça devient de la vendetta. Vous voyez, il y a un côté commentaire. Alors, on va explorer vite fait, pas trop vite, mais pas trop longuement quand même, les autres cases. Qu'est-ce qu'on va trouver en haut à droite? On va trouver donc des situations où les gens, les groupes, se mettent d'accord pour se battre, en suivant un certain nombre de règles, en particulier comment ça finit, le tout pour vider une querelle. Qu'est-ce que c'est? Réponse, c'est un duel collectif judiciaire. Nous, les duels judiciaires, on connaît ça à l'échelle individuelle, dans notre propre haut Moyen-Âge, et puis déjà cornaqué un peu par l'État, qui dit le duel a pour but de montrer qui c'est qui a raison, mais c'est moi quand même le juge qui donne la sanction derrière, etc., etc. Donc nous, on a la queue de la comète sur les duels. Mais dans les sociétés sans État, les duels collectifs sont extrêmement fréquents. On a plein l'Australie, plein la Nouvelle-Guinée, plein l'Amazonie et dans quelques autres endroits. Alors, par exemple, pour l'Australie, ça correspond, dans mon tableau de tout à l'heure, à toutes ces bagarres-là qui donnaient 0 mort, 1 mort, etc., alors que pourtant, on avait des dizaines, voire des centaines de combattants. Oui, c'est que la règle du jeu, c'était que quand il y en avait un qui commençait à avoir mordu la poussière pour de bon, allez, stop, c'était bon, et on faisait la fête ensuite. C'est-à-dire qu'on s'était donné rendez-vous pour se battre, et ensuite, on manifestait la réconciliation de manière extrêmement démonstrative, et la soirée finissait en bringue, etc., pour bien montrer que c'est bon, on avait vidé la querelle. Alors, vous voyez un exemple de bataille australienne comme ça, de duel judiciaire, qui est un tableau extraordinaire qui a été fait par une occidentale qui avait, une fan de colon, qui avait assisté à la scène. Et alors juste pour décrire vite fait, vous voyez, alors je suis pas sûr qu'elle ait pas mis sur le même tableau des trucs qui se passent normalement à des moments différents du combat, vous voyez, pour tricher un peu, pour que ce soit plus classe, pour éviter de faire une bande dessinée, voilà. Alors il y en a ceux qui sont déjà aux mains, là, au corps à corps, donc bouclier, massue, vous les voyez, ils sont tous là. Il y a ceux sur les côtés, ceux assez truands, parce que ils sont encore en train de lancer les lances, c'est trop facile, sur ceux qui sont en train de se battre, et qui évidemment n'ont pas les moyens d'esquiver. Dans la réalité, on commençait tous par lancer les lances, et après on allait tous au corps à corps, vous voyez, voilà. Et vous remarquerez sans doute pour les plus observateurs et tristes que là, on a même des combats de femmes en duel qui se battent avec un bâton à frire. Et donc, vous voyez, il y a un sous-duel dans le duel, c'est les duels féminins, etc. C'est un cas qui arrive en Australie, c'est pas le plus fréquent, mais c'est un truc qui a été parfois noté. Et puis, je dois aussi vous montrer un autre truc, un document absolument extraordinaire, qui nous vient de Nouvelle-Guinée. C'est un film de 63 qu'on peut trouver sur Internet, film ethnographique, et où l'ethnologue qui voit ça comprend en fait pas grand-chose à ce qu'il voit. Donc il voit des bastons comme ça entre deux groupes. Alors pourquoi les mecs cavalent? En fait, ils ont des arcs qui sont des arcs très primitifs, très grossiers, qui n'ont pas une grande portée, 20-30 mètres. Et évidemment, si vous voulez vous approcher suffisamment de l'adversaire pour avoir une chance de le toucher, ça veut dire que vous-même, vous êtes suffisamment près de l'adversaire pour qu'il vous touche. Donc, il y a tout un jeu comme ça où on cavale d'avant en arrière, on essaye d'esquiver, de ne pas le faire toucher, etc. Ça dure des journées entières, des semaines entières. De temps en temps, il y en a un qui se fait toucher. Donc, il y a des blessés et des morts. Mais il y en a finalement très peu. C'est-à-dire qu'un combat qui va durer 2 mois, ça va faire 10 morts. Deux mois de bagarre. Alors, y compris l'ethnologue qui avait observé ça, il disait, bon, ces gens-là,
ils ont de la guerre, mais c'est de la guerre rituelle. Enfin, ouais, ils se battent pendant 2 mois pour faire deux fois 10 morts, et puis après ils s'arrêtent. Hein. Franchement, voilà. En fait, il est revenu 1 an après, et il a appris que 1 mois avant qu'il arrive, il y avait eu un raid sur un des villages au petit matin, 125 morts d'un coup. Voilà. Et donc il a dit ah ouais. Donc en fait ils ont 2 types de guerres, hein. Une rituelle et une pas rituelle. Quoi. Voilà. Bon, voilà. Alors la guerre rituelle en fait elle n'est pas rituelle du tout, comme les autres. C'est un duel collectif. Sauf que là, on part dans l'idée qu'on sait dès le départ qu'on va s'arrêter quand il y aura 10 partout. Et que ça va prendre des semaines. Hein. Mais c'est le truc. Donc quand on se lance là-dedans avec la tribu d'à côté, on sait que la fin, ça sera 10 partout, et là, on fera la paix. Et là, on fera la fête. Voilà. Alors, pardon, excusez-moi, j'ai avancé d'une diapo indûment. Qu'est-ce qu'on va trouver ça ici? Ici, des choses qu'on fait sans se mettre d'accord avec l'adversaire, c'est open bar, mais le but, c'est pas de le vaincre. C'est pas non plus d'équilibrer les morts, etc. C'est pas de résoudre un conflit. C'est quoi? Ben, ça va être en particulier tout ce qui peut relever, alors c'est un peu une métaphore, mais ce qu'on pourrait appeler de la chasse. Hein. Quand on fait de la chasse au lapin, on ne fait pas la guerre au lapin. Hein, la guerre au lapin, oui, il y a l'idée d'obtenir un résultat un peu définitif, de dire je vais les éradiquer, je vais les repousser, etc. La chasse, ben voilà, on a besoin d'aller prendre quelques lapins pour ses besoins en peau, en viande, etc. On y va, on se sert et puis on revient. Et ben les humains, des fois, ils se battent en faisant de la chasse. Alors, qu'est-ce que chassent les humains entre eux? Alors, ils chassent des trucs assez banals, des fois. Ils vont chasser, évidemment, des biens. Donc, on y va pour piller. Ça s'appelle la razzia. Les biens pouvant être soit des biens fabriqués, soit des animaux domestiques. On va piquer des chevaux, on va piquer les Indiens d'Amérique, là, les westerns, c'était les grands champions du vol de chevaux. Hein, c'était le sport national. Voilà. Les tribus arabes de Libye faisaient la razzia. Elles la faisaient tellement bien que le mot razzia, c'est un mot arabe hein, qui vient de ce coin-là. Hein, voilà. Bon. Donc on va piquer ça. On va piquer des fois des êtres humains. Alors, classique, le raid pour piquer des esclaves, extrêmement commun. Moins commun que ce qu'on croit, le raid pour piquer des femmes. Ça se fait, mais souvent ça se fait en fait comme sous-produit. C'est-à-dire, on y va collectivement pour autre chose, et il y a des types qui en profitent pour essayer de se servir et de ramener une femme. Mais c'est pas forcément c'est rarement le but principal de l'affaire. Voilà. Donc ça, c'est très attendu. Il y a quand même une catégorie de chasse peu commune et avec laquelle on est peu familière, sur laquelle je vais quand même attirer vite fait votre attention. Alors voilà la razzia bien classique, etc., etc. Quelle est cette chasse étrange? C'est la chasse aux têtes. Alors, en effet, dans un certain nombre d'endroits, on va chasser des têtes. À ne surtout pas confondre avec la prise de tête, sans jeu de mots, voilà, c'est fait. Le coup de je vais faire la guerre, et puis pour montrer que je suis un grand guerrier, je coupe la tête de mes ennemis, et puis ensuite je mets la tête de mes ennemis à l'entrée de ma maison, comme les Gaulois y faisaient, ou chez moi dans mon salon, exactement comme les grands chasseurs, vous savez, ils mettent une peau d'ours, un machin, c'est moi qui l'ai tué, voilà. Bah là, vous mettez quelques crânes ennemis, etc., histoire de mettre l'ambiance, puis de montrer à vos invités que vous êtes un mec bien, quoi, bah, voilà. Donc ça, c'est très commun. Mais il y a des endroits où c'est pas ça. On fait pas la guerre et on ramène les crânes ennemis pour frimer. On y va uniquement pour ramener des têtes ennemies. Et pourquoi est-ce qu'on ramène la tête ennemie? Parce que on est convaincu que la tête ennemie, convenablement traitée, alors là, pour le coup, on peut dire le mot rituel, parce que ça dure des jours, des semaines, etc. Si vous faites ce qu'il faut, si vous faites les rites qu'il faut, si vous prononcez les formules magiques, les machins, les trucs qu'il faut, cette tête va vous apporter quelque chose de bien. Alors, pêle-mêle, je vous cite comme ça fait grandir les enfants, ça permet de leur donner des noms, ça rend les femmes fertiles, ça multiplie le gibier, ça fait pousser le riz, ça éloigne les maladies. Je vois que vous avez un doute, etc. Écoutez, il y a un blanc un jour qui a demandé à un type en Asie, mais pourquoi vous chassez les têtes comme ça? L'asiatique lui a répondu, bah voilà, une partie de ça. Et comme le blanc faisait à peu près la tête que vous faites, il dit, je vois bien que tu me prends pour un con et que tu ne me crois pas. N'empêche, depuis que vous, les Blancs, vous nous avez interdit de le faire, on se chope des tas de maladies qu'on n'avait pas avant.
Alors, en tous les cas, la chasse aux têtes, bah, ça va donner des trucs, là, pour le coup, les archéologues et les ethnologues ont de quoi remplir les musées, parce que souvent, les têtes sont traitées, décorées, etc. Il y a un cas qui est très, très, très connu, c'est le cas des Givarons, avec les têtes réduites. C'était de la chasse aux têtes. Et pourquoi c'est super connu? Parce que les Givarons, eux, une fois qu'ils ont fait la cérémonie, machin, avec la tête réduite, ils pensent que la tête, c'est comme une pile, usée. C'est-à-dire, elle est plus bonne à rien. Donc après, quand l'ethnologue, il arrive et il dit, bah, si tu veux, je te donne 10 dollars pour te racheter ta tête, le Givaro, il est trop con, lui, il me donne 10 dollars pour un truc qui vaut plus rien, vas-y, prends-les. Et c'est comme ça qu'on a des têtes de Givaro plein les musées, voilà. Alors que là, c'est des endroits où la tête, on la gardait le plus longtemps possible, elle était censée faire effet extrêmement longtemps, etc. Il y a des endroits, j'aurais pu vous parler de, quand vous allez à l'aéroport de Jakarta, j'ai pas la diapo, mais il y a des tissus indonésiens de différents coins, etc. Il y a un tissu avec des jolis motifs comme ça, un peu géométriques. Si vous êtes un peu averti, vous regardez, en fait, c'est un arbre à tête. Voilà, et parce que encore il n'y a pas longtemps dans ce coin-là, ils faisaient la chasse aux têtes, et à l'entrée de chaque village, vous aviez un arbre avec des crânes comme ça, c'était l'arbre à tête, voilà. Et donc c'est le motif des jolis tissus que maintenant on vend aux occidentaux. Ils se disent ah c'est charmant, c'est très joli. Alors, donc on fait de la chasse. On peut faire autre chose aussi dans la même catégorie. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je vous en donne quand même quelques-uns. Je vous ai dit, bah, le feu, le but, c'est d'équilibrer. C'est d'arriver à faire match nul un jour, et puis à ce moment-là, il y aura la paix. Ouais, mais il y a des fois où on se venge sans même avoir dans l'idée qu'on équilibrera quoi que ce soit un jour. C'est fini, on compte plus. Ce sont des ennemis. Depuis l'éternité, ils nous tuent, ils se vengent de nous, ils nous bouffent. Voilà. Donc, nous, depuis l'éternité, on les tue, on se venge d'eux et on les bouffe. Et ça durera pour l'éternité, et c'est très 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 bien. Voilà. Et c'est comme ça que le monde est monde, que nous on est nous et que eux ils sont eux. Et ça, on l'a observé dans un certain nombre d'endroits, en particulier une tribu américaine un peu connue, parce que c'est la première, c'est la première sur laquelle les Occidentaux sont tombés au début du XVIe siècle. Pour ceux qui ont lu Montaigne, l'essai des cannibales, il les fait causer. Alors apparemment c'est fake, hein, c'est lui qui a mis des, il ne leur a pas causé. En fait, hein, il leur a fait dire ce qu'il avait envie de leur faire dire, mais enfin voilà. En tous les cas, on a des super témoignages, dont un blanc qui s'était fait choper, qui a passé plusieurs mois en pensant qu'il allait se faire bouffer, et qui a réussi à se tirer et à ensuite raconter ses mémoires. Il a fait un best-seller. C'était en plus les débuts de l'imprimerie. Peut-être le deuxième bouquin le plus vendu après la Bible dans la première moitié du XVIe siècle. Hein, voilà. En tous les cas, bah, vous voyez ce beau village-là, les têtes là, qui vous accueillent au départ, et ces gens-là donc faisaient la vengeance sans fin. Alors, tiens, pour la petite histoire, donc le nom du peuple, c'est les Tupinamba, qui nous ont donc donné le Topinambour. Voilà, tout le monde le sait, c'est merveilleux. Alors, il me reste une dernière case. Qu'est-ce que c'est que la dernière case? Ce sont donc des situations où on se met d'accord pour se taper dessus avec l'adversaire, notamment sur comment ça va finir, mais c'est pas pour résoudre un conflit. Alors c'est pourquoi? Bah en fait, on l'a déjà vu un petit coup avec le Tinku, je vais y revenir. Plus généralement, une des deux grandes raisons, ça va être apporter un bienfait. C'est une bonne chose de se taper dessus, alors pas trop fort en général quand on fait ça, mais enfin voilà, c'est bien, ça va être bon. Alors on a un exemple bien connu en Amérique du Nord, et là les peintures, ça rigole pas, et c'est du vrai, hein, c'est un peintre qui, au 19e siècle, a vraiment, il n'y avait pas la photo, mais voilà, il a peint les Indiens. C'est plutôt le nord-est des États-Unis, donc vous voyez que ça donnait lieu, pareil, à tout un tas de rites et de choses comme ça. Et donc, vous voyez, le jeu s'appelle Lacrosse, parce que ça se joue avec une espèce de canne qui tient un filet au bout pour mettre la balle, et ça ressemble, les Occidentaux, surtout les missionnaires, on dit ça ressemble à la crosse d'un évêque, donc on appelle ça la crosse. Ouais, alors une partie de la crosse, ça ressemble à ça. Là aussi, peinture d'époque, donc vous voyez, ça rigole pas, il y a du monde, hein, voilà. On peut même observer les buts, là, qui ressemblent un peu aux poteaux du stade Henri Vallon, voilà, de chaque côté, voilà, ici. Et les parties, tout comme un Henri Vallon, et beaucoup plus même qu'un Henri Vallon, étaient rugueuses. Mais alors rugueuses que vous pouvez pas savoir comment. Ça cassait les bras, ça cassait les jambes. Il y a des gars qui étaient estropiés pour la vie. Il y avait même de temps en temps des morts. Good game. C'était le jeu. Voilà, c'est vrai. Et pourquoi on faisait ça? Alors évidemment, pour tout un tas de raisons, mais la raison principale alléguée, c'était
Ça va faire plaisir aux esprits. Et donc, les esprits vont nous envoyer quelque chose de bien ou nous retirer quelque chose de mal. On a un jésuite français qui raconte, par exemple, comme ça, comment il y avait eu une famine suite à des chutes de neige, etc. Et où le chaman, le médecin man, avait dit, faut faire une partie de la crosse pour que la neige fonde, etc. Et le jésuite est là. Mais c'est pas possible, tu crois à des âneries pareilles, au lieu de croire en la Sainte Trinité, en la résurrection de Jésus-Christ, etc., etc. Ensuite, il est mort de rire, il est super content, enfin, de rire, non, mais il est très content parce que ça n'a pas marché, ça n'a pas fait fondre la neige. Et voilà ce qui se passe quand on a des fausses religions comme ça. Et après, ils vont peut-être un peu mieux écouter la parole du Christ. Voilà, je vous jure, je n'exagère pas une seule seconde. Alors, ce truc de se dire, on va faire des confrontations pour amener un bienfait en particulier, parce que ça va plaire à des entités surnaturelles, etc. C'est un truc, en fait, qui existe pas si loin que ça chez nous. Les Jeux Olympiques de l'Antiquité n'étaient pas du sport au sens où nous on l'entend. C'était des événements religieux. C'était précédé par des processions, suivi par des processions, etc., etc. Et la grande idée, c'était que le spectacle doit plaire aux dieux. Et si les dieux trouvent que le spectacle est beau, alors les dieux ressemblent quand même souvent beaucoup à des rois, on remarquerait, dans leur comportement, dans leur puissance, etc. Bon. À se demander s'ils n'ont pas été inventés en même temps qu'eux. Enfin bon, bref. Mais en tous les cas, les dieux donc qui regardent le spectacle doivent être super contents du spectacle et ensuite, évidemment, apporter leurs bienfaits à la cité qui a gagné, etc., etc. Alors, une autre version de la... Alors oui, j'ai mis un gros mot, c'est les confrontations propitiatoires, c'est-à-dire qui sont censées amener un bienfait. C'est pour éviter de faire une phrase de 12 kilomètres. Alors, il y a un autre exemple de confrontation propitiatoire, ce sont donc celles qui passent par du sacrifice. Alors, le cas qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est le tinku. Le sang doit couler pour donner à boire à Pachamama, et ça va être bon pour tout le monde, etc. Il y a un autre cas qui est hyper fameux. C'est ce qu'on appelle la guerre fleurie chez les Aztèques. Traîne donc dans un certain nombre de livres l'idée que les Aztèques, grands sacrificateurs, alors là, le sacrifice humain chez les Aztèques, c'était échelle industrielle. Ils traînent l'idée que les Aztèques organisaient des confrontations uniquement dans l'idée de se faire mutuellement des prisonniers pour aller se faire sacrifier. Donc ils s'étaient mis d'accord avec les villes d'à côté, vous faites des sacrifices, on fait des sacrifices, vous avez besoin de monde à sacrifier, nous aussi, plutôt que de faire ça à la sauvage, on va faire ça en gens civilisés, on organise un petit match comme ça, et puis comme la balle aux prisonniers, mais ceux qui se font choper, c'est juste pour qu'on leur ouvre le bide et qu'on leur arrache le cœur, etc. Alors, je n'ai pas le temps de développer mes arguments, mais je vous dis tout de suite, je pense que ça n'a jamais existé, et qu'en fait, les historiens se sont recopiés les uns les autres en oubliant d'aller regarder les sources à un moment, et que je ne vois absolument pas sur quoi on peut se baser pour raconter que les Aztèques faisaient ça. Encore une fois, je ne dis pas que les Aztèques faisaient pas de sacrifices, je dis qu'ils ne faisaient pas des combats destinés à donner des prisonniers pour être sacrifiés. Par contre, il y a un autre exemple qui est, si on veut, étonnant, parce qu'il est très loin des Andes et de la Tinku. Ça se passe sur une île indonésienne, celle où il y a les arratettes, là, dont je vous parlais tout à l'heure, à Sumba, et où il y a, alors maintenant ils font ça un peu pour les touristes, mais voilà, des gens qui s'affrontaient comme ça à cheval, en se lançant des lances, et c'est pareil, il fallait, comme dans la chanson, faut que ça saigne, il fallait que le sang coule, pour donner à boire aux dieux des rizières, qui ensuite allaient faire pousser le riz, etc. Et vous voyez à quel point le schéma symbolique et mental est vraiment très ressemblant à celui de la Tinku. Alors, il reste une dernière catégorie, c'est que pourquoi des groupes humains se tapent dessus en se mettant à peu près d'accord sur les règles et sans objectif de vider un conflit, il y a une dernière catégorie qu'on connaît bien en fait parce qu'elle est très envahissante dans notre propre société. On va dire pour la bonté du sport, pour l'honneur, pour la gloire, pour l'identité, parce que nous on est nous, que eux c'est eux, etc. Alors avant d'en venir à notre propre sport, on a des exemples absolument étonnants, en particulier dans l'Italie médiévale. Alors ça donne encore des trucs qui subsistent pour les touristes, à Sienne, là, comment ils appellent ça, la course de chevaux.
À Florence, ils faisaient un truc qui s'appelait le calcio. Alors maintenant, le calcio, c'est le football, mais à Florence, c'était pas du tout le football. C'était, paraît-il, le jeu de balle le plus violent que l'humanité a jamais inventé. Parce que la règle, c'était que quand quelqu'un avait la balle, tant qu'il l'avait pas lâchée, vous aviez le droit de lui faire ce que vous vouliez pour la faire lâcher. Ça ne passait pas toujours très bien. Et à Venise, pendant 7 siècles, 2 moitiés de la ville se sont affrontées régulièrement. Donc les gens de la mer contre les gens de la terre. Les gens de la mer, c'était les marins et les ouvriers des arsenaux. Les gens de la terre, c'était les bouchers, les ferronniers, tout ce que vous voulez. Et le but de la bagarre, c'était de s'emparer des ponts. D'où le fait qu'on se battait sur les ponts. S'emparer des ponts, pourquoi faire? Pas pour ensuite faire payer, ou je sais pas, juste pour pouvoir bomber le torse pendant quelques semaines dans la ville, en disant, c'est nous qui avons pris le pont. Voilà, c'est tout. Et ce truc-là, a structuré la ville pendant, encore une fois, des siècles. C'est quand même monté jusqu'à 26 morts une fois, voilà, parce que non seulement les mecs se tapaient dessus à coups de poing, mais ils se balançaient du haut du pont, et des fois ils se balançaient à plein qui tombaient, donc les mecs mouraient écrasés de ça, sans parler des nobles qui achetaient les maisons situées au-dessus, etc., et qui non seulement profitaient du spectacle, mais avaient une provision de tuiles qui balançait sur les gens en bas, parce que, oui, il faut bien que ça serve à quelque chose d'être noble, hein, ouais. En tous les cas, là, on est sur le pur combat identitaire, hein, le pur, encore une fois, vous voyez ce que je disais au début, comment fonctionnent les groupes humains, il y a un côté, nous c'est nous, et eux c'est eux, et nous c'est pas eux, quoi, voilà. Et on se bat pour nourrir ça. Et on a des échos de ça dans les sociétés modernes, enfin, la bagarre de quartier, les trucs comme ça, on voit bien sur quel corps de ça vibre. Alors, ce qui est l'ancêtre de notre sport, c'est des choses... encore une fois, c'est comme le lacrosse, mais nous, on avait ça en version, j'allais dire laïque, c'est pas le mot, mais enfin, il n'y a pas l'idée dans la soul médiévale d'invoquer une puissance surnaturelle, des bienfaits, etc. Non, c'est juste pour s'en mettre une bonne avec les gars d'à côté, hein, et voir qui c'est les meilleurs, et voilà, etc. Et au passage, de temps en temps, régler quelques comptes, hein. Et c'est pour ça que l'État, il n'aime pas trop ça, c'est que des fois, on en profite. Et puis évidemment, chez nous, ça donne ce truc qui est le sport moderne, qui envahit notre vie sociale, alors, vous voyez, qui est un peu au bout de la queue de la comète, parce que nous, en même temps, il y en a partout, tout le temps, toutes les semaines, tous les jours, tout, voilà. Et avec le côté nous, c'est nous et le CE, qui est quand même, enfin, je sais pas, si vous suivez les Jeux Olympiques et que vous êtes allergique comme moi à la Marseillaise, c'est rude, hein. C'est quand même que ça du matin au soir, quoi, voilà. En même temps, l'État a vidé ce truc-là de sa violence. C'est-à-dire que même nous, les sports les plus méchants qu'on a laissé subsister, en gros le rugby, le foot américain, les choses comme ça, c'est pas normal que les gens soient blessés un peu sérieusement. C'est considéré comme un problème dans le jeu. Ce qui est évidemment un truc très nouveau et très moderne par rapport à tout ce qui se faisait dans les sociétés d'avant. Alors vous voyez qu'avec tout ça, j'ai bien rempli mon petit tableau, et mine de rien, me semble-t-il, un peu d'ordre et un peu de lumière dans tout un tas de pratiques voilà. Et vous voyez que dans ces trucs-là, le mot de guerre, à mon avis, il faut le réserver à quelque chose d'assez précis, etc. Alors, je suis très long, mais rassurez-vous, on arrive vers la fin. Alors, pourquoi les humains se battent-ils? Je l'ai quand même déjà pas mal dit, hein, en fait. Voilà pourquoi ça va être plus court. Si je reprends mes faucons et mes colombes, il y a une divergence entre eux sur depuis quand on se bat. Mais il y a en fait un accord sur le fond on s'est finalement toujours battu pour des ressources. Les humains se battent pour des raisons économiques, pour se piquer des trucs, pour pousser l'autre d'un endroit avantageux, etc. Simplement, il y a ceux qui pensent que ça a toujours valu le coup de se battre pour les ressources, Darwin, la lutte pour la vie, etc. Et ceux qui disent non, il faut que les ressources soient suffisamment concentrées, suffisamment fixes, suffisamment stables, etc. et accumulées pour que ça commence à valoir le coup de se battre pour ça. Voilà. Et c'est ça, en fait, l'argument qui est derrière la guerre date de longtemps ou la guerre date de pas longtemps. Voilà, la lutte pour les ressources. Alors, ces ressources, elles sont censées être bien réelles. On pense d'abord et avant tout au territoire. Hein, les gens se sont toujours piqués les territoires. Enfin, les faucons, en tous les cas, disent ça. Évidemment, ils se piquent des choses, ils se piquent des gens, etc. Petit problème. Moi, dans ma documentation ethnologique, ça vaut pour l'Australie, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça vaut pour les autres endroits du monde. C'est pas du tout ça que je trouve, voilà. Et les gens, dans des sociétés qui ignorent la richesse, se battent. Mais ils ne se battent pas,
quasiment jamais pour se piquer du monde, des biens ou des territoires. Ils se battent pour d'autres raisons, dont la première, c'est celle que j'ai dit, j'ai insisté là-dessus, c'est la vengeance. Et alors, un point que j'ai peut-être pas assez soulevé, c'est que vous vous vengez des meurtres que vous avez subis, mais nous sommes aussi dans des sociétés qui croient dur comme fer à la sorcellerie. Toutes. Absolument toutes. Ce qui fait que vous vous vengez quand les autres, les boulom elles sont venus et puis ils ont fait quelqu'un, mais vous avez tonton qui tombe de l'arbre, tata qui se fait mordre par un serpent, un ouragan qui passe et qui tue du monde, enfin bon bref, n'importe quoi, voilà, c'est quelqu'un s'est vengé de vous, c'est quelqu'un vous achetez un mauvais sort, etc. Et vous, ça fonde votre droit à vous venger. Alors évidemment, vous le faites pas à chaque fois, hein, parce que imaginez, on serait plus là pour en parler, hein, voilà. Mais de temps en temps, on dit, on va quand même pas se laisser faire. Allez, on y va et on leur en met une bonne pour leur apprendre comment dire. Et donc, vous voyez que c'est des sociétés qui sont, encore une fois, c'est des sociétés, alors, je vais dire paranoïaques, vous voyez. Ils sont persuadés en permanence qu'il y a des groupes qui leur veulent du mal. Pas tous, hein. Il y a des voisins avec qui on s'entend bien, mais là-bas, quelque part, qu'on les connaît ou on les connaît pas, il y a des gens qui nous veulent du mal. Et de temps en temps, il faut se défendre de ces gens qui nous veulent du mal et il faut aller se vendre. Évidemment, après, la cause devient l'effet, et voilà. Alors, tout ça dit que, finalement, c'est uniquement quand les humains, les sociétés humaines, alors là, je vais un peu vite, mais font apparaître ce qu'on appelle la richesse, les inégalités de richesse, les inégalités économiques, que petit à petit, on va se mettre à se dire que ça vaut le coup aussi de se battre pour ça, et puis ultimement, ça va devenir le motif numéro 1, etc., dans les sociétés modernes. Mais ça ne s'est fait vraiment que petit à petit, et au passage, on peut noter que une des ressources autour duquel les humains se sont battus, c'est une ressource purement imaginaire dans le cas de la chasse aux têtes, parce que j'ai oublié de le dire, mais ça marche pas, hein, la tête, même quand vous faites les rites, etc., les gars croient que ça marche, mais non, ça marche pas. Donc les conflits collectifs, dont la guerre, ne sont pas le produit de transformation sociale un peu récente de la richesse. On pourrait appeler ça le surplus, le néolithique, l'État, etc., etc., etc. Néanmoins, il y a quand même un rapport avec l'économie dans tout ça. Quand vous vivez dans une économie qui fractionne la société, qui fait que les groupes humains ne dépassent pas une certaine taille, une certaine densité, etc. Comprenez, nous, on vit dans un monde hyper connecté. Suffit qu'on appuie sur un bouton, on voit les humains qui vivent à l'autre bout du globe. On sait à l'instant T, on peut prendre l'avion. Alors, il y a quelques destinations qu'il vaut mieux éviter, mais on peut prendre l'avion, aller n'importe où. On n'a pas peur pour sa vie, au pire pour son portefeuille. Ben voilà. Bon, ça c'est super moderne. Et ça n'existe que depuis que le développement économique et technique a permis que ça existe. Quand vous êtes dans un univers où, en gros, votre horizon, c'est les 40 bornes autour de chez vous, et où, après, de moins en moins vous connaissez, de plus en plus vous redoutez, etc., votre univers mental et votre rapport aux autres humains, c'est pas du tout le même. Voilà. Alors, j'en viens à la conclusion tant attendue. Aujourd'hui et demain. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça pour qu'on peut, qu'on pourrait un peu utiliser pour aujourd'hui, ou en tous les cas qui nous donnerait à penser pour aujourd'hui. Alors d'une part, donc vous l'avez compris, à mon avis, la guerre, de même que ce qui n'est pas de la guerre, mais qui est d'autres types de confrontations entre groupes, c'est quelque chose qui, à mon avis, est très vieux dans l'espèce humaine. Alors oui, je me mouille pas, je ne dis pas ça remonte au dernier ancêtre commun, avant, etc. J'en sais rien. Mais en tous les cas, les chasseurs-cueilleurs du Paléolithique supérieur, je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas pratiqué un certain nombre de ces trucs-là. Je dis pas que tout le monde a fait la guerre tout le temps, c'est pas ça que je dis, mais je ne vois pas pourquoi certains ne l'auraient pas fait des fois. Voilà, c'est voilà. Et encore une fois, il y a la guerre, mais il y a les duels judiciaires, il y a les razzias, il y a tout ce que vous voulez, etc. Donc, probablement que ça existe de longue date, et avant tout pour des raisons judiciaires, comme on l'a vu. Deuxième point, il y a un truc qui a beaucoup changé les sociétés humaines, c'est l'État. À partir du moment où vous avez l'État, quand même, ça pacifie d'une certaine façon les rapports humains, parce que l'État dit, vous allez arrêter de vous faire justice vous-même, vous n'avez plus le droit de vous venger, vous arrêtez les vendettas, etc. Alors, vous voyez la différence avec, par exemple, une société comme la société américaine, où l'État s'est imposé un peu sur le tard, un peu à la marge, etc., et où, du coup, il y a une grande tolérance à l'armement des citoyens, au fait qu'ils s'en servent, etc. L'ambiance, déjà, est pas la même. Et c'est quand même une société étatique. Imaginez une société non étatique, je vous dis que vous ne dormez que d'un œil. Voilà.
Cela dit, l'État a résolu en partie un certain nombre de problèmes, fait avancer les choses sur un certain nombre de points. L'État n'est pas non plus la solution miracle, et en particulier, l'État a concentré la violence entre ses mains, il ne l'a pas éliminée. Vous savez tous que l'armée, la police, ça existe, hein, pas qu'en France, partout dans le monde. Alors l'État, à quoi il utilise sa violence? Contre les autres États, et ça s'appelle la guerre. Mais l'État peut aussi utiliser sa violence en interne contre sa propre population. Il y a une métaphore, enfin c'est même pas une métaphore, une périphrase pour parler de la police et de l'armée. On appelle ça les forces de l'ordre. Il n'y a rien de plus vrai, de plus profond que cette façon de parler. L'ordre social repose en dernière instance, pas que, mais en dernière instance, au bout du compte, sur la force. Et quand l'ordre social est trop perturbé, on essaye de le maintenir par la force. Alors si ça se passe, si en face il n'y a pas trop de résistance, ça fait une manie de réprimer, des yeux crevés, des choses comme ça. Si en face il y a beaucoup de résistance, ça dégénère en guerre civile cette fois-ci, une guerre interne, c'est déjà arrivé dans le passé. Alors, l'idée sur laquelle je voudrais presque finir, c'est que on associe souvent l'idée que quelque chose est très ancien au fait que ce soit inéluctable. Et c'est là où la nature humaine revient. Si la violence collective, on l'a fait depuis 50 000 ans, ça veut dire que ça y est, c'est foutu, c'est dans la nature humaine, on s'en sortira jamais, etc. Ça vaut aussi, j'ai bossé sur les questions de domination masculine, on retrouve très exactement les mêmes schémas de raisonnement. Si la domination masculine, c'est très ancien, c'est mort, ça veut dire que c'est dans la nature humaine, c'est cuit, etc. Et avec souvent le raisonnement inverse. Donc, comme on n'est pas pour, et je vous le dis tout de suite, moi je suis à la fois contre la guerre et contre la domination masculine, voilà. Donc, comme on n'est pas pour, il faut absolument dire que c'est récent, parce que comme ça montre que c'est pas dans la nature humaine, etc. Sauf que, évidemment, ça ne marche pas parce que le passé, il est ce qu'il est, indépendamment de ce qui nous fait plaisir ou pas. Voilà. Alors, en plus, ça tombe bien, c'est pas parce que c'est ancien que c'est fatal. Et on a toujours imaginé deux néolithiques là qui discutent entre eux, un progressiste et un réactionnaire, un conservateur. Progressiste, il dit quand même, moi je pense que la chasse aux têtes, un jour on fera plus, voilà, on trouvera ça con finalement, on arrêtera. Donc il dit, mais t'es con, on l'a toujours fait, c'est dans la nature humaine, voilà. Vous voyez bien que la chasse aux têtes, on la fait plus. La vendetta, on la fait plutôt plus non plus, etc. Donc, c'est pas parce que les sociétés humaines font la guerre ou d'autres choses depuis très longtemps qu'elles sont condamnées pour l'éternité à la faire. C'est une question d'organisation sociale. Et ça aussi, c'est dans la nature humaine. Nous sommes une espèce hyper culturelle, hyper sociale. Nous fabriquons des nouveaux rapports sociaux au fur et à mesure de notre histoire. Et ça, contrairement, ou en tous les cas, à une toute autre échelle que n'importe quelle autre espèce animale. Donc, nous avons un fonctionnement social qui change au cours du temps, qui introduit des nouvelles règles, des nouveaux fonctionnements, qui fait disparaître un certain nombre de trucs qui étaient là depuis des millénaires, qui fait apparaître des trucs auxquels personne n'aurait jamais pensé avant que ça apparaisse. J'aime autant vous dire que l'État, avant que ça existe, personne n'avait jamais imaginé un truc pareil. Enfin, je dis ça, entre autres, voilà. Et donc, c'est pas parce que ça vient de loin, vous voyez, entre les aborigènes australiens et l'industrie moderne mondialisée, on a quand même fait un peu de chemin. Et donc, c'est pas parce que on est à un stade donné de l'évolution de nos sociétés, et en particulier pas seulement, mais le fractionnement de la planète en entités politiques distinctes, rivales, en concurrence, voire franchement hostiles, voire qui se font la guerre, que c'est un truc qui existera pour l'éternité, etc. Et d'ailleurs, on vient d'une situation où c'était beaucoup plus fractionné que ça, et où finalement on a construit des ensembles de plus en plus vastes qui ont été pacifiés. Et je ne vois aucune raison pour laquelle il faudrait penser que l'évolution de nos sociétés, nous aurions atteint le stade ultime de l'évolution de nos sociétés, etc. Alors juste, je suis pas en train de vous dire que demain matin, toutes les frontières vont tomber et que tout le monde va dire si tous les gars du monde voulaient bien, les filles devaient bien se lever la main, et si tous les, bon voilà, non, comme ça. Je raisonne sur le très long terme. Vous allez me dire, le très long terme, on s'en fout. Je pense pas qu'on s'en fout complètement quand même. Et je pense donc qu'il y a des raisons d'être raisonnablement optimiste, même si dans l'immédiat, je ne le suis pas plus que ça, mais je pense que je suis pas le seul. Voilà. Eh ben, écoutez, je vous remercie. J'espère ne pas avoir été trop long. Je me permets,
Je me permets pour finir une double page de pub. D'une part, oui, j'ai fait quelques bouquins. J'en ai pas fait autant que ce qu'il dit, hein, parce que la présentation donnait l'impression que j'avais rempli des bibliothèques à faire. J'en ai fait une demi-douzaine. Bon, c'est déjà bien, mais enfin voilà. En particulier, donc celui qui traite très précisément du sujet dont je vous ai parlé ce soir, voilà, Casus belli. Et je signale aussi que je tiens un blog qui porte le doux nom de la hutte des classes. Et qui parle donc de préhistoire, d'ethnologie, de un certain nombre de choses, où vous avez à la fois ma petite actualité, mes conférences, mes machins, et puis aussi j'essaye de réfléchir à voix haute sur le blog, et donc quand je lis des trucs, quand je réfléchis à des nouveaux problèmes, etc., j'en parle sur le blog, et un certain nombre de réactions d'internautes, puisqu'évidemment c'est ouvert, et j'essaye de répondre à tout le monde, m'aident beaucoup à reformuler des choses, à m'apercevoir que j'avais dit des bêtises, etc., etc. Donc n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou, fut-il critique. Voilà. Bonjour. Je voulais vous demander, vous n'avez pas mentionné les guerres de conquête qui me paraissent des guerres qui vraiment sont là depuis le début des temps. Des grandes migrations où les peuples ou les tribus ils cherchaient leur terre promise. Et je pense que ça fait vraiment partie des millénaires de l'humanité. Moi, je pense que alors, non, je vais être plus complexe. Alors, j'en ai parlé, en réalité, j'ai pas prononcé le mot de guerre de conquête, j'ai parlé des territoires. Moi, je ne me suis pas beaucoup intéressé aux différentes variantes de guerre, hein, parce que ça, c'est ce que tout le monde fait. Enfin, je veux dire, des spécialistes en guerre, il y en a plein, et voilà. Moi, je me suis surtout intéressé à ce qui n'est pas de la guerre, voilà, et essayer de le comprendre. Alors, les guerres de conquête, à partir du moment où c'est des guerres étatiques, clairement, ça devient c'est la règle, quoi. Enfin, je veux dire, c'est le truc ultra banal. Dans des sociétés agricoles, ça dépend. Par exemple, en Nouvelle-Guinée, je parle de la Nouvelle-Guinée avant que les Blancs mettent l'autorité dessus, hein, mais voilà. On a des affrontements qui sont à but de conquête territoriale, mais il y en a d'autres non. Le truc que je vous ai montré là tout à l'heure, le duel judiciaire, il n'y a pas d'idée de conquête territoriale ni rien. Après, sur les histoires de conquête territoriale, c'est des fois difficile de démêler les choses. Vous avez des gens qui vont en ratatiner d'autres, parfois jusqu'au dernier, ou en tous les cas en les dispersant, etc. Puis ils finissent par occuper leur territoire. Le problème, c'est est-ce que, ils les ont ratatinés pour occuper leur territoire, auquel cas c'est effectivement une guerre de conquête, ou est-ce qu'ils les ont ratatinés parce qu'ils avaient un différend avec eux, qui n'avait rien à voir avec tout ça, et qu'une fois la place libérée, ils se sont dit, après tout, pourquoi on n'en profiterait pas? Et c'est pas la même chose, et c'est pas toujours facile dans les sources de distinguer l'un ou l'autre. Moi, je pense par exemple des Slaves qui sont arrivés sur le territoire européen, et il fallait bien se faire de la place. Alors, je connais pas le principe des Slaves, mais par exemple, pour les Vikings, c'est un truc justement un peu glissant. Ils commencent par faire plutôt de la chasse, hein, des opérations de pillage, etc., etc. Et puis ils s'aperçoivent que ça marche pas. Je suis pas du tout spécialisé, j'ai peur de ne pas dire de bêtises. Mais ils s'aperçoivent que ça marche bien. Et finalement, il y a des locaux qui, pour obtenir la paix, leur disent bon, écoutez, on vous file un boule, on vous file la Normandie, et puis vous faites. Et ça se transforme. L'objectif, en fait, se transformer en cours de route. Alors pour les Slaves, je connais pas. Ce qui est sûr, c'est que par exemple chez les aborigènes australiens que j'ai bien peuplés, donc là c'est des chasseurs-cueilleurs, le motif territorial n'apparaît quasiment pas. Ça ne veut pas dire que de temps en temps il n'y a pas des tribus qui en ont poussé d'autres, etc. Mais franchement, c'est pas leur problème, en particulier parce que c'est des populations qui occupent déjà très faiblement leur propre territoire. Ils ont des densités extrêmement faibles, ils n'ont pas spécialement un problème de ressources manquantes, etc. Qu'est-ce qui foutrait du territoire des autres? Et c'est même pire que ça, c'est que dans un certain nombre de cas, ils ont des croyances religieuses qui leur interdisent d'aller occuper un autre territoire que le leur. Donc, les aborigènes australiens, c'est « je vis dans le pays où étaient mes ancêtres du temps du rêve ». Et moi, d'ailleurs, je dois entretenir un certain nombre de sites sacrés pour que le monde continue d'être le monde, etc., etc.
Si je vis en dehors du pays de mes ancêtres du temps du rêve, un, qui c'est qui va entretenir les sites sacrés, et deux, je vais être un étranger. Donc voilà. Donc, je parlais des Givaros. Les Givaros, quand ils font un raid de chasse aux têtes, ils sont convaincus qu'une fois qu'ils ont tué les mecs, là, leurs esprits restent là sur le territoire et ne cherchent évidemment qu'une chose, c'est de se venger. Donc, dès que vous avez fini votre raid de chasse aux têtes victorieux, vous prenez vos jambes à votre cou et vite, 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 vous rentrez chez vous, parce que là, chez vous, les esprits des étrangers que vous avez tués ne peuvent pas vous poursuivre. Voilà. Et donc, il y a un interdit absolu sur la conquête territoriale chez les Givaros. Et on retrouve ça dans plein de peuples. Donc, je pense que la conquête territoriale, c'est vrai. Alors, je ne dis pas que ça n'a jamais existé, mais je pense que dans les temps les plus anciens, les gens se battaient pas beaucoup pour ça. Par contre, ils se battaient pour d'autres trucs. Et du coup, ça a créé des opportunités des fois pour se déplacer. Et que par contre, bah, c'est devenu effectivement, quand les populations se sont sédentarisées, quand elles ont commencé à devenir plus nombreuses, etc., etc. Là, c'est devenu un enjeu, c'est devenu une ressource manquante. Et là, on a commencé à se battre pour ça. Voilà. Mais c'est toujours le même truc, c'est de pas regarder le passé trop lointain avec les yeux d'aujourd'hui, parce que des fois, on fait des erreurs. Voilà, c'est pas toujours facile. Bon, bonsoir. Merci beaucoup d'abord pour la conférence. Ça se voit que vous êtes passionné, c'était très intéressant. Vous avez dit au fur des années que l'être humain évolue, des formes de guerre disparaissent. Vous avez pris l'exemple notamment de couper la tête du voisin. On le fait plus, juste pour la religion, ça se fait plus. Par contre, vous n'avez pas vraiment cité d'exemple par rapport à des guerres sur des richesses. Et imaginons l'être humain, la mentalité évolue comme elle a fait au cours des milliers d'années. J'ai du mal à voir comment dans 400 ans, un Chinois va venir pêcher dans les eaux bretonnes. Je sais pas ce qu'on est censé lui faire. Enfin, on va pas lui faire des bisous. Ben, je sais pas, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui quand un Normand va pêcher dans les eaux bretonnes? Ça reste des Français dans les eaux françaises. Et voilà. Et ben peut-être qu'un jour, on sera des humains de la société humaine. Non. Vous savez, enfin, le coup des Normands qui viennent pêcher chez les Bretons et tout, au Moyen-Âge, c'était des motifs de guerre, parce que justement, le territoire n'était pas unifié. Hein, c'est toute l'histoire des sociétés humaines, c'est des entités politiques de plus en plus vastes, de plus en plus grandes, au sein desquelles, normalement, les relations sont pacifiques. Et les relations économiques sont des relations de coopération. Voilà. Excusez-moi, dans votre tableau, les guerres de religion pour les personnes. Le micro. Merci, micro. Dans votre tableau, les guerres de religion, il est placé où? Alors, encore une fois, moi, j'ai pas fait un tableau de classification des guerres. J'ai fait un tableau de classification des conflits, des confrontations entre groupes. Donc la guerre, c'est un sous-exemple. Et les sous-catégories de guerre, je me suis dit, c'est pas mon boulot. Il y en a plein qui l'ont fait beaucoup mieux que moi, etc. Et peut-être que si je passais 5 ans de ma vie là-dessus, je dirais, ah bah tiens, en fait, ça tel truc, voilà, mais je l'ai pas fait. Donc pour moi, il y a la guerre définie telle que je l'ai définie, voilà, on fait ça dans l'idée d'amener la paix si on gagne, on fait ça sans demander l'avis à l'adversaire sur comment ça va finir, et puis après, on fait ça dans l'idée de gagner, voilà. Après, est-ce qu'on fait des sous-catégories de guerre et avec quels critères et tout, c'est pas si évident. Voilà. Donc moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Juste de répondre. Alors je me mouille, vous voyez, je fais pas beaucoup d'efforts. La guerre de religion est une guerre comme toutes les autres. Voilà. Après, éventuellement, c'est une sous-catégorie. Voilà. Après, est-ce qu'il y a des guerres qui sont vraiment que de religion? J'aimerais voir ça. C'est-à-dire, est-ce que la guerre de religion se ramène pas finalement à une guerre politique ou à une guerre économique, et où la religion n'est que... Mais après, on rentre dans les grandes discussions compliquées sur les motifs, entre ce que vous dites, ce que vous pensez de ce que vous dites, ce que... Ben voilà, je soulève juste la question, j'ai pas la réponse. Ici, excusez-moi, est-ce que le point commun entre toutes les formes de guerre et formes de violence, ce serait pas la question de la nécessité, parce que ce soit pour des questions de sorcellerie ou de religion ou de conquête, chaque personne qui procède à une forme de guerre
se voient dans l'obligation ou pensent être dans l'obligation de le faire. Est-ce que ce serait pas le point commun, ce serait la nécessité? Bah, je suis embêté avec ça. Comment dire, j'ai l'impression qu'avec ça, on gagne à tous les coups. C'est-à-dire que on peut toujours expliquer toutes les actions humaines en disant, bah, finalement, si les gens le font, c'est que quelque part, ils trouvent qu'ils ont une bonne raison de le faire, ou voilà, qu'ils s'en rendent compte ou qu'ils s'en rendent pas compte, ou que la raison qu'ils croient pour laquelle ils le font soit la bonne ou pas, etc. Donc, d'une certaine façon, oui, comment dire, les choses arrivent pas par hasard, c'est pas dans n'importe quel contexte qu'il y a des vendettas, c'est pas dans n'importe quelle forme de société qu'on fait la chasse aux têtes, c'est pas dans n'importe quelle forme de société qu'on fait des duels collectifs judiciaires, etc. Ok, mais une fois qu'on a dit ça, je suis pas sûr qu'on soit très avancé, quoi. Voilà, c'est à moins que j'ai pas compris le. Vous avez compris, mais du coup, ça voudrait dire qu'une société dans laquelle personne, enfin, tout le monde pense ne pas avoir de nécessité, c'est une société sans guerre. Ben, alors après, l'autre question, c'est pour que les gens pensent qu'ils n'ont pas la nécessité d'avoir une guerre, ben, le mieux, c'est qu'ils n'aient pas la nécessité d'avoir une guerre. Oui. Nous, on est dans une société où les gens ne pensent pas avoir besoin d'aller faire la chasse aux têtes. Puis si de temps en temps il y en a un qui le pensait, de toute façon, il y a un truc qui s'appelle l'État qui lui dirait non, non, ça on fait pas. Pareil pour les duels collectifs, etc. Soit dit en passant, je fais une petite parenthèse, mais le passage d'une société où on se fait justice soi-même à une société où c'est l'État qui a le monopole de la justice, ça se fait pas d'un claquement de doigts. Hein. Et la construction de l'État, je fais quelques pages là-dessus dans le bouquin, la construction de l'État en Occident, c'est des siècles et des siècles où l'État doit se battre pour empêcher les gens de se faire justice eux-mêmes. En fait, pas de bol, l'armature de l'État, c'est la noblesse. Et s'il y a une partie de la population qui a les traditions de se faire justice elle-même, c'est la noblesse. Voilà. Donc on est en train de demander à ceux-là même qui ont le plus pour habitude de se défendre tout seuls parce que c'est leur honneur, leur machin, leur ceci, de dire bah non, maintenant c'est fini et vous, non seulement vous le faites pas, mais vous empêchez de le faire. Voilà, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Mais voilà, mais après encore une fois, ce qui apparaît dans une société comme une nécessité impérative devient dans une autre société quelque chose qui est non seulement pas nécessaire mais interdit, voire quelque chose qui nous vient même plus à l'esprit tellement on vit dans un autre monde social. Hein, et encore une fois, je prends l'exemple de la chasse aux têtes ou même comment dire des duels collectifs judiciaires. On n'a même pas le matin en se levant en disant ah non c'est vrai, faut pas que je le fasse, etc. On est dans une société qui a rendu ça totalement hors de propos. J'ose imaginer que, encore une fois, l'évolution sociale humaine n'est pas terminée et que il n'est pas totalement, nous sommes une espèce, y compris hyper coopérative, et qu'on pourrait un jour arriver à mettre en place un cadre où l'idée même de régler des conflits collectifs par la violence soit, c'est même pas qu'on se retiendrait de le faire, c'est que ça deviendrait totalement impensable, autant qu'aujourd'hui, je sais pas, mais avoir des esclaves, voilà. Ah, d'avoir des esclaves, vous allez me dire, il y en a qui n'ont pas un truc pense encore. Enfin, mais... Après, ouais, c'est facile d'annoncer des promesses pour un lointain avenir. Ni vous ni moi ne serons là pour vérifier le derrière. Merci beaucoup pour votre exposé très instructif. Moi, j'avais une question après vos explications. Je me demandais, est-ce qu'on ne pouvait pas dire que la violence, c'est-à-dire le penchant vers la violence, est-ce que ce serait pas une disposition dans la nature humaine, une disposition latente qui se développe en fonction de, comment on appelle, de la société dans laquelle on évolue, et ce pensant peut prendre des proportions. Même si aujourd'hui, dans nos sociétés, on essaie de socialiser la violence, comme vous l'avez montré avec les sports, mais paradoxalement, la société aussi valorise la violence. Donc, je suis pas très optimiste par rapport à votre réponse. Est-ce qu'un jour on arrivera à éradiquer complètement cette violence? Alors, moi, je suis absolument d'accord avec ce que vous dites. Enfin, et évidemment que, alors, je vais le dire à l'envers. Si les humains étaient incapables de violence, comment ça se fait qu'on a vu tout ça, quoi. Enfin voilà. Donc évidemment que ça fait partie de notre attitude, tout comme la coopération. Alors notre société, elle est un peu schizophrène. Hein.
par certains côtés, les droits de l'homme, machin, etc. Puis par l'autre côté, engagez-vous, regardons-nous, voilà. Donc, évidemment que là-dedans, voilà. Et on vous dit, c'est pas bon de taper sur les gens, etc. Mais en même temps, il y a des métiers où on vous apprend à le faire. Quand je dis l'éradication de la violence, je ne la crois pas possible sans changer beaucoup de choses dans le cadre actuel. Enfin voilà, clairement, de la même façon que il aurait été totalement utopique d'imaginer la fin de la vendetta dans une société sans État. Je ne sais pas s'il y a eu des doux rêveurs comme ça qui se baladaient dans les sociétés sans État en disant les gars, stop, peace and love, arrêtons la vendetta. Ça, à mon avis, c'était même pas utopique, c'était totalement impensable dans un univers comme ça. Mais ce qui a mis fin à la vendetta, c'est des profondes transformations, toute une série de transformations qu'on fait émerger l'État, qu'on fait émerger tout un tas de choses. Bon, moi, encore une fois, la disparition future de la violence dont je suis assez convaincu, je ne l'imagine pas en préservant tout un tas de... je vais le dire autrement, une société qui repose sur la concurrence et l'inégalité, et la concurrence exacerbée et l'inégalité exacerbée, je ne vois pas comment elle pourrait se débarrasser de la violence. Voilà, c'est parce qu'il y a un moment où la marmite, si vous voulez que le couvercle il continue à tenir dessus, il faut mettre des cercles de fer. Après, si vous arrêtez de faire bouillir la marmite, il y a peut-être plus besoin d'en cercler le couvercle. Voilà, c'est... J'avais une réflexion que je me fais depuis que j'étais gamin, de dire les guerres c'est idiot, il y a des pays qui se battent pour un problème économique, pour un problème politique, religieux ou quoi qu'est-ce. Et dans certains cas, il est arrivé, je ne sais pas si justement, c'est votre avis là-dessus, le fait d'utiliser, au lieu que, mettons, deux groupes décident ont un désaccord, au lieu de se battre entre eux, ils envoient chaque groupe, envoie un champion et le vainqueur remporte le truc. Je savais que vous alliez dire ça. Voilà. Je pensais au combat des chefs d'Astérix, par exemple. Hein. Il y en a deux qui se battent, quoi. Au lieu de tout. Donc, enfin voilà, quel est votre avis là-dessus? Ah ben, j'ai pas d'avis, mais j'ai des billes. Je vais vous raconter des trucs. Alors, on rentre. Bon, je sais pas pourquoi je tourne ça. Alors, on a des cas, hein. On a des cas. Quand vous faites en particulier un duel judiciaire collectif, en général, mais pas toujours, il y a l'idée de pas être trop violent dans cette affaire-là. Pas toujours. Il y a des exceptions. Moi, j'ai un cas en ethno où les gens font un duel judiciaire collectif en disant, on y va. On se met la misère, c'est open bar, parce qu'en fait, ils ont une vendetta qui traîne depuis trop longtemps, et ils disent, allez, rendez-vous derrière l'église, enfin, pas derrière l'église parce qu'il n'y en a pas, mais enfin, rendez-vous dans le champ parce qu'il n'y a pas de champ non plus, pas des agriculteurs, enfin, voilà. Rendez-vous, et là, vas-y, on se met la misère à ça, une bonne fois pour toutes. Et là, ça fait plein de morts. Mais généralement, les duels collectifs, c'est cadré. Et donc, il y a des façons de limiter la violence. Alors, une façon de limiter la violence, c'est vous limiter, les armes que vous pouvez utiliser, comme dans la Team Coup, là, voilà, matraque, mais pas arme contondante, mais pas arme blanche, pas d'arme à feu, etc. Vous pouvez limiter le coup que vous pouvez porter. Donc, par exemple, les Australiens, quand ils se battent au couteau, vous avez le droit d'attaquer les parties charnues, vous avez pas le droit d'attaquer les parties vitales, puis il y a des arbitres autour, etc., etc. Et puis, on dit, on arrête quand il y a trop de dégâts, voilà. Mais le deuxième axe de limitation de la violence, c'est effectivement de limiter le nombre des combattants. Et donc de dire, plutôt que de se battre à 50 contre 50, on en envoie un de chaque côté, ou deux de chaque côté, ou trois de chaque côté, et puis c'est eux qui vont décider du sort de l'affaire. On a quelques cas mythiques bien connus, David et Goliath. David et Goliath, c'est pas David et Goliath, hein, c'est les Juifs contre les Philistins, et c'est le champion des Juifs contre le champion des Philistins. La guerre des Romains, là, les Horaces contre les Curiaces, donc c'est contre Albe, si je me bourre pas, je me rappelle plus, c'est ça, hein, c'est Rome contre Albe, hein, voilà. Donc eux, ils ont une guerre, voilà. On a un cas qui est mythique, enfin qui est pas mythique, mais dont on sait pas très très bien ce qu'il vaut. Un truc qui s'appelle le combat des 30, en plein Moyen-Âge, fin du Moyen-Âge français, quelque part du côté de la Bretagne, on en parlait tout à l'heure, guerre de succession du duché de Bretagne, et où les mecs disent, allez, on se la joue à 15 contre 15, un peu comme Henri Vallon, là, mais en armure et machin, et apparemment, c'était censé décider du sort de la guerre. Bon,
En fait, les sources sont pas très claires là-dessus. Ça a été écrit, enfin, les sources qu'on a, c'est des dizaines d'années plus tard. Les mecs, ils ont un peu raconté ce qu'ils ont voulu. Voilà. Mais donc, effectivement, on a quelques cas, mais pas trop dans le cas d'une guerre, hein, parce que dans le cas d'une guerre, vous voulez gagner. Avant qu'une guerre se finisse réellement par, bon, allez, on va faire ça au combat des chefs. Je dis pas que ça n'a jamais existé, mais moi, je pense que c'est justement des mythes. Parce que les humains auraient bien aimé que des fois ça se finisse comme ça. Hein, on va envoyer Poutine contre Trump, là, ils vont s'expliquer tous les deux, et puis nous, il va rien nous arriver. Dans la vraie vie, je suis pas sûr que ça soit souvent passé. Par contre, pour des confrontations, ce que je dis par convention, ça, on en a un certain nombre d'exemples. Oui, bonjour. Merci pour ce bel exposé. Je voulais dire, il y a une progression dans les guerres, mais est-ce que c'est pas dû aussi par la découverte d'un armement qui est tellement total qu'aujourd'hui, dès qu'on commence à vouloir même la terre du voisin, ou si l'autre met, c'est fini. Il peut utiliser l'arme totale et il n'y a plus rien. Alors, vaste question. Alors, c'est sûr que potentiellement, on a les moyens de faire péter 500 fois la planète avant d'avoir eu le temps de se gratter une oreille, voilà, et que ça pourrait régler définitivement le problème. Jusqu'à maintenant, ça n'a jamais eu lieu, et donc les 2 seules fois où on a utilisé l'arme atomique, c'était de manière restreinte, si j'ose dire. Bon, voilà. Après, il y a toute une discussion qui est pas facile. Est-ce que les guerres modernes font plus de morts que les guerres anciennes? Alors ça va me paraître idiot, enfin complètement crétin de poser une question pareille. C'est tellement évident que les guerres modernes font bien plus de morts que les guerres anciennes. Alors, en nombre absolu, c'est absolument évident, c'est crève les yeux. Les guerres modernes tuent des millions de personnes. Jamais une guerre néolithique ou une guerre de chasseurs-cueilleurs tue des millions de personnes. Par contre, si vous le rapportez à l'échelle des populations, eh ben, c'est pas du tout si évident. Et il y a, alors moi, je pense qu'on est très embêté qu'on réponde à ça parce que vous comprenez bien qu'il y a des limites à nos informations. Bon, est-ce que la France moderne, c'est un pays où il y a beaucoup de morts par la guerre? Alors évidemment, si vous prenez les 50 dernières années, vous dites non, vraiment pas beaucoup. Hein, voilà. Si vous prenez les 100 dernières années, un petit peu plus. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez, les 150, voilà. Si vous mettez les guerres napoléoniennes, il y a carrément plus, voilà. Mais vous comprenez que, voilà, il y a des moments dans l'histoire des sociétés où on se bat beaucoup, des moments où on arrête de se battre, puis on se rebat, etc., etc. On a des informations pas trop mauvaises sur les sociétés récentes et les États. Comprenez bien que l'INSEE chez les chasseurs-cueilleurs faisait très très mal son travail et qu'on a des statistiques totalement, voilà, on a des coups de sonde comme ça et c'est très difficile d'estimer, etc. Mais j'ai quand même tendance à penser que quand ça bardait, en proportion, et même si on était armé avec des trucs bien plus primitifs que maintenant, etc., en proportion, ça pouvait barder largement autant, si ce n'est plus, que... sans compter qu'il faut jamais perdre de vue qu'encore une fois, les gens ne se battaient pas que en faisant la guerre. Il y a un coin d'Australie, le nord-est, qui s'appelle le nord-ouest, pardon, qui s'appelle la Terre d'Arnhem, où on a un des meilleurs textes qui ont jamais été écrits sur les combats en ethnologie, etc. Le type, l'ethnologue, a passé 10 ans là. Il y avait l'État australien existait formellement, mais en réalité les mecs faisaient ce qu'ils voulaient, voilà. Donc le type a passé 10 ans sur place et il s'est fait raconter des trucs sur ce qui s'était passé les 10 ans d'avant. Donc en gros, il a des données sur 20 ans. Ce qui est extrêmement rare en ethno, hein. Les ethnologues, ils vont dans les endroits, ils vont 6 mois, ils vont 1 an, puis après au bout d'un moment, ils rentrent chez eux. Enfin, bien, voilà. Donc le gars en 20 ans, en fait, il a vu aucune guerre au sens où moi je le définis là. Par contre, il a vu des tas de vendettas, de duels collectifs, de machins comme ça, etc. On fait le calcul, on arrive à un taux de mortalité qui est à peu près les 2/3 de celui de la Première Guerre mondiale en France. Et c'est la vie normale de ces gens-là. Alors, pour vous donner une idée, hein, c'est 3500 personnes, 200 morts violentes en 20 ans. Vous voyez, ça fait une moyenne de 10 par an. Alors, 10 par an, ça veut dire, voilà, des fois il se passe 5 ans sans qu'il y ait un mort, puis un coup il va y avoir un gros baston, il va y en avoir, le plus gros c'est 14 d'un coup, hein, voilà, dans son coin, voilà. Puis de temps en temps il y en a un, puis voilà. Donc vous voyez, c'est un truc, c'est pas, comment dire, c'est pas vers tout le temps, c'est pas, voilà.
Mais voyez l'ambiance quand même, hein, dans une société où là, on se plaint de la sécurité. Nous, notre taux de mortalité par homicide en France aujourd'hui, c'est 1,5 pour 100 000. Chez eux, donc chez ces Australiens, c'était 300 pour 100 000, donc 330%, 200 fois plus. Donc voilà. Alors tout ça fait que c'est très compliqué, à mon avis, d'un coup comme ça général, de dire les guerres modernes sont plus destructrices ou moins destructrices qu'avant, etc. Évidemment, je ne retire rien au fait que le jour où on a une course à l'arme nucléaire et machin, où ils décident de nous rejoindre le docteur Folamour, la question sera réglée. Voilà. Mais pour l'instant, si on raisonne sur ce qui s'est fait, y compris les guerres mondiales les plus meurtrières, etc. D'ailleurs, je crois bien que la guerre la plus meurtrière, c'est pas la Seconde Guerre mondiale, c'est la révolte des Boxers ou des Taiping en Chine au 19e siècle, je sais plus laquelle des deux, mais qui a fait en fait plus de morts que la Seconde Guerre mondiale. Sauf que c'est les Chinois, ça compte pas. Mais en proportion des populations, ça reste des chiffres plutôt plus modérés que des trucs qu'on a vus chez les chasseurs-cueilleurs ou les petits agriculteurs. En proportion. Oui, merci infiniment de me faire réfléchir à des sujets cruciaux. Avec un peu d'humour, je dirais qu'il y a deux personnes en vous, il y a le chercheur, il y a le militant. Le militant est assez optimiste. Qu'est-ce qui, sur la base de votre recherche, vous permet d'avoir cet optimisme? C'est la tendance de très long terme. Hein. Encore une fois, un optimisme pas pour tout de suite. Hein, c'est la tendance de très long terme des sociétés humaines. Voilà. Comment dire, à cette unification et à cette coopération de plus en plus poussée. Ou encore une fois, je ne vois pas pourquoi on aurait atteint le niveau ultime. Alors après, c'est comme il y a un célèbre dicton qui dit la prédiction est un art difficile, surtout quand elle concerne l'avenir. Donc voilà, je n'ai évidemment pas la preuve définitive que j'ai raison. Je dis juste, voilà, si vous tracez une courbe de ce que les sociétés humaines ont fait depuis qu'elles existent, elles sont passées d'un stade d'émiettement et d'hostilité en moins partielle continue à la construction d'unités de plus en plus grandes, y compris à l'apparition de l'idée d'universalisme, des droits de l'homme, des machins comme ça, même si on est bien d'accord que entre avoir l'idée et le mettre en pratique, il y a encore du boulot, mais enfin voilà. Mais encore faut-il déjà avoir l'idée quand même. Et donc avec cette idée que je ne vois pas pourquoi l'humanité serait pas capable d'aller plus loin sur cette trajectoire. Après, vous pouvez lui trouver tout un tas d'arguments qui pourraient montrer pourquoi on serait pas capable d'aller plus loin. Enfin, si on imagine le scénario de l'effondrement économique, etc., à cause des dégâts climatiques, etc., là, c'est sûr, c'est un peu. Après, ça repose le problème à un autre niveau. C'est comme la fin de l'Empire romain, crac, on a un écroulement. Et puis en fait, après, c'est reparti sur d'autres bases. Voilà. Donc moi, je pense que l'humanité ne peut pas faire autre chose que de coopérer tendanciellement de plus en plus. En tous les cas, c'est ce qu'elle a fait depuis des dizaines de milliers d'années. Ce qui ne veut pas dire que c'est un long chemin de rose, voilà. Et ça se borne à ce niveau de généralité-là. J'ai bien conscience que je n'apporte pas une preuve absolue. Je reste à vous remercier. Alors, j'ai fait toujours plus de bras. Merci à vous.